Personne n'a prêté attention au garçon sale qui courait derrière le cheval en sang. Mais quand ils ont vu ce qu'il avait trouvé dans l'écurie fermée, même le riche propriétaire terrien est tombé à genoux. L'aube se levait sur Arles, déversant une lumière dorée sur les vieilles pierres des bâtiments romains. Dans un coin reculé de la ville, à l'abri des regards, Antoine Mercier ouvrait lentement les yeux. Le froid mordant de février s'infiltrait à travers les planches disjointes de l'étable abandonnée qu'il appelait son foyer depuis près de 2 ans. À 14 ans, Antoine connaissait déjà la morsure de l'existence mieux que la plupart des adultes. Son corps maigre frissonna sous la mince couverture qu'il avait récupérée dans une benne à ordures la semaine précédente. Ses doigts engourdis tâtonnèrent vers ses chaussures éculées, son bien le plus précieux. Sans elles, survivre dans les rues d'Arles devenait presque impossible. Un miaulement rauque attira son attention. Le chat sauvage qui partageait parfois son abri l'observait depuis une poutre, ses yeux jaunes luisant dans la pénombre. « Bonjour à toi aussi, fantôme », murmura Antoine, sa voix encore enrouée par le sommeil. Il tendit lentement la main vers l'animal qui, contre toute attente, descendit de son perchoir pour venir frôler ses doigts. Cette confiance, gagnée au fil des mois, représentait l'une des rares victoires d'Antoine dans ce monde qui semblait déterminé à l'oublier. Le garçon se leva, étirant son corps endolori par une autre nuit passée sur la paille moisie. Il avait appris à dormir recroquevillé pour conserver la chaleur, une technique essentielle pour survivre au Mistral, ce vent glacial qui balayait la Provence en hiver. Antoine savait que les étables abandonnées des faubourgs d'Arles étaient son refuge le plus sûr. Les foyers d'accueil, il en avait connu 3 depuis la mort de ses parents dans l'incendie de la petite ferme où il travaillait comme employé. 3 familles qu'il avait renvoyées au système pour son comportement difficile, sa tendance à disparaître pendant des jours pour s'occuper d'animaux errants qu'il trouvait plus dignes de confiance que les humains. En quittant l'étable, Antoine évita soigneusement les endroits où le toit menaçait de s'effondrer. Ce lieu délabré, vestige d'une prospérité agricole révolue, était pourtant le seul endroit où il se sentait véritablement chez lui. Le marché d'Arles s'animait déjà quand Antoine y arriva, son visage toujours baissé pour éviter les regards. Il connaissait par cœur les horaires des commerçants, savait quelles poubelles vérifier en premier, quels étals éviter. Les années dans la rue lui avaient appris l'art de se rendre invisible tout en restant vigilant. « Hé, petit, tu veux gagner quelques pièces ?» lança un marchand de fruits en installant son étal. Antoine hésita, méfiant. Les offres des adultes cachaient souvent des pièges. « Juste pour m'aider à décharger », précisa l'homme en voyant sa réticence. Après une demi-heure de travail silencieux, Antoine repartit avec 2 pommes légèrement meurtries et une pièce de 2 € serrée dans son poing. Une fortune, selon ses standards. Tandis qu'il grignotait sa première pomme, assis discrètement à l'écart de l'agitation du marché, un souvenir s'imposa à lui. Sa mère, Manon, descendante de gitans camarguais, chantant doucement en occitan pour calmer un cheval nerveux à la ferme. Il n'avait que 6 ans, mais l'image restait d'une clarté saisissante. « Ce n'est pas la mélodie qui les apaise, Antoine », lui expliquait-elle, ses yeux sombres brillant de cette sagesse ancestrale qui semblait couler dans ses veines. « Les animaux sentent notre âme, pas nos paroles. Si ton cœur est en paix, le leur le sera aussi. » Antoine ferma les yeux, laissant la voix de sa mère résonner dans sa mémoire. C'était tout ce qui lui restait d'elle, ces fragments de souvenirs, ces chansons en occitan dont il ne comprenait pas toutes les paroles, mais qu'il gardait précieusement, comme un trésor caché. Un soudain tumulte interrompit sa rêverie. Des cris éclatèrent à l'autre bout de la place, suivis du fracas de caisses renversées et d'étals qui s'effondraient. Les gens commencèrent à courir dans tous les sens, certains hurlant, d'autres se réfugiant dans les commerces environnants. « Attention, le cheval fou! Il a déjà blessé 2 hommes !» Antoine se redressa, intrigué malgré le danger. À travers les silhouettes affolées, il aperçut alors la cause du chaos. Un puissant étalon pie-noir et blanc surgissait au galop dans la place du marché, renversant tout sur son passage. Sa robe tachetée luisait sous le soleil matinal, mais c'est le sang qui maculait son flanc gauche qui frappa immédiatement Antoine. « C'est le nouveau cheval de Beaumont !» cria quelqu'un. « Écartez-vous !» L'animal était magnifique même dans sa fureur terrifiée. Grand,
musclé, avec une crinière noire comme la nuit qui flottait follement tandis qu'il galopait, désorienté, au milieu des humains paniqués. Mais ce qui retint véritablement l'attention d'Antoine, ce furent ses yeux, écarquillés, brillants de peur, pas de méchanceté. Tandis que la foule s'écartait en hurlant, Antoine resta figé, comme hypnotisé par la créature qui fonçait désormais droit sur lui. Un instinct profond, plus ancien que la raison, lui disait de ne pas bouger, de ne pas fuir. Sans réfléchir, il se redressa complètement, ses yeux bruns rencontrant ceux, sauvages, de l'étalon. Le temps parut s'étirer, le bruit de la foule s'estompa. Il n'y avait plus que le garçon maigre et l'étalon puissant, séparés par quelques mètres qui diminuaient rapidement. Contre toute attente, l'animal ralentit progressivement son galop. Ses sabots martelaient toujours le sol pavé, mais avec une intensité décroissante. 5 mètres. 3 mètres. Jusqu'à s'arrêter complètement à 2 pas d'Antoine, les naseaux frémissants, le souffle court et bruyant. « Tempête », murmura Antoine, le nom jaillissant spontanément de ses lèvres. Un silence incrédule tomba sur la place. Les gens s'étaient immobilisés à distance prudente, observant cette scène improbable. Un garçon des rues, face à un étalon que personne n'avait pu approcher sans risquer sa vie. Avec des gestes délibérément lents, Antoine tendit sa main calleuse. L'étalon souffla bruyamment, tremblant toujours, mais ne recula pas. Après quelques secondes qui semblèrent interminables, l'animal fit un pas en avant et posa doucement son nez ensanglanté contre la paume du garçon. Un soupir collectif d'étonnement parcourut la foule qui s'était maintenant formée à bonne distance. Le moment fut interrompu par des cris autoritaires et le bruit de sabots d'autres chevaux. 5 hommes montés s'approchaient, menés par un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage rougeaud encadré d'une barbe soigneusement taillée. « Écartez-vous de cet animal, il est dangereux », ordonna l'homme en descendant lourdement de sa monture. Antoine reconnut immédiatement Laurent Beaumont, le propriétaire du plus grand domaine viticole de la région. Sa réputation le précédait, riche, influent, et pas particulièrement connu pour sa gentillesse envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. « Que lui as-tu fait, gamin » demanda Beaumont, s'approchant avec précaution, son regard oscillant entre la stupéfaction et l'irritation. Antoine ne répondit pas. Il continuait à caresser doucement le museau de l'étalon tout en murmurant des paroles incompréhensibles, ces mêmes mots occitans que sa mère lui avait enseignés. L'animal, qui quelques heures plus tôt avait semé la terreur dans la propriété Beaumont, reposait maintenant sa tête sur l'épaule du garçon crasseux et mal vêtu. « Ce vagabond a un truc », commenta l'un des hommes de Beaumont en descendant de cheval. « Personne n'a pu approcher cette bête depuis son arrivée. Il a failli tuer Pierre ce matin. » Beaumont étudiait la scène avec un intérêt croissant. Son expression calculatrice n'échappa pas à Antoine, habitué à lire les intentions des adultes pour assurer sa survie. « Le festival équestre de Camargue est dans 6 semaines, » murmura Beaumont à son contremaître, mais assez fort pour qu'Antoine l'entende. « J'ai acheté cet étalon spécifiquement pour impressionner le comte Devereux et ses amis. Si je ne peux pas le présenter... » Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace implicite était claire. Le cheval représentait un investissement, pas un être vivant digne de respect. « Garçon !» appela Beaumont d'une voix radoucie. « Tu as un don avec les chevaux, on dirait ?» Antoine leva enfin les yeux, rencontrant le regard froid de l'homme. « Il est effrayé et blessé, » dit-il simplement. « Il n'aime pas les fouets. » L'un des cavaliers rougit imperceptiblement, touchant inconsciemment le fouet accroché à sa ceinture. La coupure sur le flanc de l'animal commençait à coaguler, témoignage silencieux de méthode brutale. « Viens à ma propriété demain, » proposa Beaumont. « Je te paierai bien si tu parviens à le calmer pour mes palefreniers. » Antoine ne répondit pas immédiatement, continuant à caresser l'encolure de l'animal. Quand les hommes de Beaumont tentèrent de s'approcher avec des cordes et des licoles, l'étalon releva brusquement la tête, les naseaux dilatés en signe d'alerte. « Laissez-moi l'emmener, » dit Antoine. « Il me suivra. » Beaumont éclata d'un rire incrédule, mais face à la foule qui observait, il décida de permettre cette tentative. « Si cette bête s'échappe à nouveau, je te tiendrai pour responsable, gamin. »
À la stupéfaction générale, Antoine s'éloigna simplement de quelques pas et émit un léger claquement de langue. L'étalon qui avait semé la terreur et détruit la moitié du marché quelques minutes plus tôt le suivit docilement comme un chien bien dressé, se maintenant toujours à quelques centimètres du garçon. Les commerçants dont les étals avaient été renversés regardirent bouche bée cet étrange duo traverser lentement la place. Un enfant des rues décharnées et un étalon majestueux qui aurait pu le piétiner d'un simple mouvement, mais choisissait de le suivre dans une confiance inexplicable. Tandis qu'il marchait lentement vers la sortie de la place, suivi à distance par les hommes de Beaumont, Antoine perçut quelque chose dans les yeux de l'animal qui le toucha profondément. Le même regard d'abandon et de méfiance qu'il voyait reflété dans les flaques d'eau quand il observait son propre visage. Le regard qu'Antoine avait perçu dans les yeux de Tempête, ce mélange de méfiance et d'abandon, continuait de le hanter alors qu'il marchait sur la route poussiéreuse menant au domaine Beaumont. L'aube teintait à peine l'horizon lorsqu'il quitta les faubourgs d'Arles, son maigre baluchon contenant tout ce qu'il possédait. Une chemise de rechange élimée, la petite flûte en bois sculptée par son père, et un bout de pain dur économisé de la veille. Le domaine Beaumont se dévoila progressivement dans la lumière naissante. Antoine s'arrêta un instant, intimidé par la grandeur du lieu. Des rangées infinies de vignes s'étendaient sur les collines environnantes, leurs ceps noueux encore dénudés par l'hiver mais promettant l'abondance estivale. Au centre, une demeure imposante de pierres blondes se dressait, flanquée d'un côté par des chais aux proportions impressionnantes, et de l'autre par des écuries modernes dont l'architecture recherchée trahissait la valeur des animaux qu'elles abritaient. Un ouvrier agricole qui passait lui indiqua d'un geste brusque la direction des écuries. « Citez le gamin que Beaumont attend, c'est là-bas, Marcel t'y attend. » Antoine traversa une cour pavée impeccablement entretenue, conscient de la boue qui maculait ses chaussures usées et du contraste saisissant entre sa personne et ce lieu d'opulence. Une odeur familière et réconfortante de foin, de cuir et de chevaux l'accueillit lorsqu'il poussa la lourde porte des écuries. À l'intérieur, le bâtiment révélait une organisation militaire. Une allée centrale impeccable séparait deux rangées de boxes spacieux où des chevaux de race s'ébrouaient doucement. L'éclairage indirect mettait en valeur les lignes architecturales du lieu, conçues non seulement pour abriter des animaux d'exception, mais aussi pour impressionner les visiteurs fortunés. Un homme trapu d'une cinquantaine d'années, le visage buriné et les mains calleuses, s'avançait déjà vers lui. Son expression oscillait entre méfiance et dédain. « Alors c'est toi, le nouveau spécialiste que M. Beaumont a déniché ?» lança-t-il avec un rictus moqueur. « Je suis Marcel, chef palefrenier ici depuis 20 ans. Suis-moi, le patron veut te parler. » Marcel conduisit Antoine jusqu'à un petit bureau adjacent aux écuries où Beaumont les attendait, feuilletant des documents. Il leva à peine les yeux quand ils entrèrent. « Ah, te voilà, » dit-il sèchement. « Les règles sont simples. Tu as 4 semaines pour rendre cet étalon présentable pour le festival. Tu ne te mêles pas du travail des autres palefreniers. Tu dors dans la grange abandonnée derrière les chais, pas dans les écuries principales. Si j'apprends que tu voles quoi que ce soit, tu seras immédiatement livré aux gendarmes. » Il leva enfin les yeux, scrutant Antoine avec intensité. « Pas de résultat, pas de paiement, c'est clair ?» Antoine hocha silencieusement la tête. Beaumont fit un geste de congédiement et Marcel entraîna le garçon vers le fond des écuries. « Voilà ton fameux miracle », ricana-t-il en s'arrêtant devant un box plus grand que les autres. À l'intérieur, Tempête se tenait dans le coin le plus éloigné, oreilles plaquées contre sa tête, regard méfiant. La blessure sur son flanc, mal nettoyée, semblait encore plus enflammée que la veille. Sa posture trahissait une vigilance douloureuse, comme s'il s'attendait à être agressé à tout moment. « On va voir comment ton charme magique fonctionne maintenant », lança Marcel en ouvrant la porte du box. 3 hommes n'ont pas réussi à l'approcher ce matin. Pierre est encore à l'hôpital avec le bras cassé. Plusieurs palefreniers s'étaient rassemblés, attirés par la curiosité. Antoine entendait leurs murmures moqueurs, leurs paris informels sur combien de minutes ils tiendraient avant de fuir ou d'être piétinés. À leur grande surprise, Antoine entra calmement dans le box et, au lieu de tenter d'approcher les talons, alla simplement s'asseoir dans le coin opposé, dos à l'animal. Il sortit sa petite flûte
et commença à jouer doucement une mélodie simple, presque enfantine. « Il est fou !» murmura l'un des hommes. « Complètement fou. Le vagabond pense qu'il est un dompteur de chevaux », s'esclaffa un autre. « Demain, cette bête va le piétiner et Beaumont enverra les deux à l'abattoir. » Antoine ignorait leurs commentaires, concentré uniquement sur sa respiration, sur la mélodie et sur les infimes réactions de tempête qu'il percevait sans même le regarder. Le cheval soufflait nerveusement, ses sabots raclant occasionnellement la paille. Après quelques minutes, les palefreniers, déçus par l'absence de spectacle immédiat, retournèrent à leurs tâches, laissant Marcel observer seul cette étrange scène. Le chef palefrenier secoua la tête avec dédain avant de s'éloigner à son tour. « Quand tu auras fini de jouer au flûtiste de Hamelin, viens me voir, il y a des seaux à nettoyer. » Le silence retomba dans le box, uniquement rompu par la mélodie douce de la flûte et les bruits occasionnels de l'étalon. Antoine sentait la présence massive de l'animal derrière lui, un mélange de puissance contenue et de peur viscérale. Il joua pendant 1 heure, puis rangea calmement sa flûte, se leva sans brusquerie et quitta le box sans regarder Tempête. L'animal n'avait pas bougé de son coin, mais ses oreilles n'étaient plus plaquées contre sa tête. Un changement minuscule mais significatif. Les jours suivants établirent une routine similaire. Chaque matin, Antoine arrivait avant l'aube, s'asseyait dans le box de Tempête et jouait de la flûte ou chantonnait doucement des mélodies occitanes que sa mère lui avait enseignées. L'après-midi, il accomplissait les tâches ingrates que Marcel lui assignait délibérément. Nettoyer les stalles les plus sales, porter les charges les plus lourdes, tout cela sous les moqueries constantes des autres palefreniers. Le 3e jour, alors qu'Antoine nettoyait des seaux près des abreuvoirs, il remarqua un vieil homme qui l'observait. Contrairement aux autres employés, celui-ci ne portait pas l'uniforme du domaine, mais des vêtements traditionnels camarguais, élimés par l'usage. Chemise blanche, pantalon noir et le foulard caractéristique des gardians, ces cow-boys locaux qui élèvent les taureaux et chevaux dans les marais. « Tu fais comme les anciens », dit simplement le vieil homme en s'approchant. « Je m'appelle Raoul. J'étais gardien avant que mes os ne deviennent trop vieux pour monter. Maintenant, je m'occupe des sels et des cuirs chez Beaumont. » Antoine inclina légèrement la tête en signe de respect. Raoul n'avait pas cette condescendance méprisante des autres employés. « Les anciens faisaient comme moi ?» demanda-t-il, curieux. « Les vrais gardiens camarguais ne domptaient pas leurs chevaux avec la force, » confirma Raoul. « Ils gagnaient leur confiance par la présence, la patience, comme toi avec la musique. » Au fil des conversations avec Raoul, Antoine découvrit des éléments cruciaux sur Tempête. Un jour, alors qu'ils observaient les palefreniers exercer les autres chevaux dans le paddock extérieur, Antoine remarqua comment Tempête s'agitait particulièrement lorsqu'une élégante jument blanche passait à proximité. « Il réagit différemment quand cette jument est proche », observa Antoine. Raoul plissa ses yeux ridés. « Cette jument s'appelle Neige. Elle et ton étalon sont arrivés ensemble d'Espagne. Beaumont les a achetés à la même ferme l'année dernière. On dit qu'ils étaient compagnons. » Cette révélation fut comme une pièce manquante du puzzle qui s'emboîtait soudain. Antoine réfléchit toute la nuit à cette information dans la grange humide qui lui servait de logement. Le lendemain matin, il repéra Élise, la plus jeune des palefrenières, qui semblait moins hostile que les autres. « J'aurais besoin de ton aide », lui dit-il directement. Méfiante mais curieuse, elle l'écouta expliquer son idée. Après quelques hésitations, elle accepta de lui apporter une couverture utilisée par Neige. L'effet fut immédiat et saisissant. Lorsqu'Antoine plaça la couverture imprégnée de l'odeur de la jument dans le box de Tempête, l'étalon s'approcha immédiatement, humant profondément le tissu. Un hennissement doux, presque plaintif, s'échappa de sa gorge. Le premier son que l'animal produisait qui n'était pas empreint de peur ou d'agressivité. « C'est incroyable », murmura Élise qui observait discrètement. Il la reconnaît. Cette percée changea la dynamique. Désormais, Antoine s'asseyait au centre du box plutôt que dans le coin, toujours dos à l'animal pour lui montrer sa confiance totale. Chaque jour, Tempête s'approchait un peu plus, attiré par les mélodies occitanes et par la présence calme de ce garçon qui ne lui imposait rien.
Marcel et d'autres palefreniers espionnaient régulièrement ces séances, intrigués malgré leur scepticisme affiché. « Le gosse est complètement fou », chuchota Marcel à Raoul en observant par la fente de la porte. « Il tourne le dos à un animal qui a failli tuer Pierre la semaine dernière. » Raoul sourit, ses yeux plissés révélant une sagesse accumulée en décennies au contact des chevaux sauvages de Camargue. Il lui montre qu'il n'a pas peur ni l'intention de le dominer. Les anciens gardiens faisaient ça. Aujourd'hui, tout le monde est trop pressé. Le 10e jour marqua une avancée spectaculaire. Alors qu'Antoine jouait une mélodie particulièrement douce, Tempête s'approcha délibérément et, pour la première fois, flaira son dos avant de s'allonger partiellement à côté de lui. Un signe extraordinaire de confiance chez un animal qui, jusqu'alors, attaquait quiconque tentait de l'approcher. Quand Marcel rapporta cela à Beaumont, le propriétaire apparut en personne à l'écurie, incrédule. Il observa longuement la scène inhabituelle. Les talons farouches maintenant paisiblement allongés près du garçon des rues, leur respiration semblant synchronisée dans un calme partagé. Impressionnant, admit-il à contre-cœur, mais insuffisant. Beaumont s'avança jusqu'à la porte du box, faisant se tendre immédiatement Tempête, qui releva la tête, alerte. « Je veux voir cet étalon monter dans 2 semaines, déclara-t-il froidement. Le comte d'Evrault sera au festival, et je dois montrer que le domaine Beaumont dompte même les Espagnols les plus sauvages. » Antoine se retourna lentement pour faire face au propriétaire. « Il a besoin de plus de temps. Il est encore effrayé. Le temps est un luxe, mon garçon. Soit il est prêt pour le festival, soit je le vends au boucher. Les chevaux sont des investissements, pas des animaux de compagnie. » Le ton tranchant de Beaumont résonna dans l'écurie soudain silencieuse. Les palefreniers échangèrent des regards entendus. Ils connaissaient la dureté de leur patron, sa vision pragmatique qui réduisait ces magnifiques créatures à de simples chiffres sur un bilan comptable. Lorsque Beaumont s'éloigna, Antoine resta immobile, la main posée légèrement sur l'encolure de Tempête qui tremblait imperceptiblement. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé ce travail, il ressentit une peur viscérale, non pour lui-même, mais pour cet animal qui commençait tout juste à guérir de ses traumatismes. Raoul s'approcha silencieusement et s'accroupit près d'Antoine. « Ne désespère pas, murmura-t-il. Les vrais chevaux de Camargue choisissent leur cavalier, pas l'inverse. Si celui-ci t'a choisi, vous trouverez un chemin ensemble. » Antoine hocha lentement la tête, reconnaissant pour ses paroles d'encouragement. Mais l'ultimatum de Beaumont planait au-dessus d'eux comme un nuage d'orage, menaçant de détruire la fragile confiance qu'il avait patiemment construite avec Tempête. Quand Marcel rapporta à Beaumont le progrès surprenant, le propriétaire apparut personnellement à l'écurie, incrédule, et après avoir observé la scène inhabituelle du Garagnan se reposant tranquillement près du garçon, déclara d'une voix froide qui coupait l'air comme l'acier « Je veux voir cet étalon monter dans 2 semaines. Le comte d'Evrault sera au festival et je dois montrer que le domaine Beaumont dompte même les Espagnols les plus sauvages. » Les paroles de Beaumont résonnaient encore dans l'esprit d'Antoine, alors qu'il se dirigeait vers la grange abandonnée qui lui servait de chambre. 2 semaines. Ce délai impossible pendait au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Comment pouvait-on exiger qu'un animal aussi profondément traumatisé que Tempête soit monté en si peu de temps? Les méthodes traditionnelles prenaient des mois, parfois des années. L'aube n'avait pas encore percé l'horizon lorsqu'Antoine se réveilla le lendemain. Il s'était à peine reposé, son esprit tournant sans cesse autour du problème qui lui était posé. Avec des gestes précautionneux pour ne pas réveiller les rats qui partageaient son abri de fortune, il se leva, s'étira et attrapa sa flûte. Le défi qui l'attendait nécessitait une nouvelle approche. Arrivé aux écuries, Antoine se dirigea d'abord vers le paddock extérieur. Dans la lumière grise de l'aube, il pouvait distinguer les silhouettes des chevaux, dont celle, élégante et pâle, de Neige. La jument blanche broutait paisiblement à l'écart des autres. Antoine s'appuya contre la clôture, observant attentivement comment elle interagissait avec son environnement, comment elle communiquait avec les autres chevaux par de subtils mouvements d'oreilles, de queue, d'encolure. Une idée germa dans son esprit. Il attendit patiemment qu'Élise arrive pour son service matinal. « J'aimerais essayer quelque chose », lui dit-il lorsqu'elle passa près du paddock.
Pourrais-tu amener Neige près du box de Tempête pendant l'exercice du matin, juste pour qu'ils puissent se voir ?» Élise hésita, jetant un regard inquiet vers le bâtiment principal. « Marcel n'aimera pas ça. Il dit que les chevaux doivent y rester concentrés pendant l'exercice. »« S'il te plaît, » insista Antoine. Ils étaient ensemble avant. Je crois que ça pourrait aider Tempête à se sentir moins seule. Quelque chose dans l'intensité du regard d'Antoine la convainquit. Elle hocha brièvement la tête avant de s'éloigner. 1 heure plus tard, lorsqu'Élise mena Neige le long de l'allée centrale des écuries, Antoine était assis au centre du box de Tempête, cette fois-ci face à l'animal. C'était une évolution majeure dans son approche. Établir un contact visuel direct, une invitation à la communication. La réaction de Tempête fut immédiate quand il perçut l'odeur et les bruits familiers de sa compagne. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux se dilatèrent, et il s'approcha de la porte du box avec une curiosité nouvelle. Neige, de son côté, ralentit son pas et tourna la tête vers le box, émettant un hennissement doux que Tempête accueillit par un souffle profond. Antoine observait attentivement cet échange silencieux, cette communication complexe faite de regards, de sons et d'odeurs. C'était comme assister à une conversation intime dans une langue qu'il ne maîtrisait qu'imparfaitement. Après le passage de Neige, Tempête resta près de la porte, plus détendu qu'Antoine ne l'avait jamais vu. Le garçon saisit cette opportunité. Sortant sa flûte, il joua une mélodie différente. Non plus les airs apaisants des jours précédents, mais quelque chose de plus joyeux, presque dansant, inspiré des rythmes gitans que sa mère lui avait enseignés. À sa grande surprise, Tempête se tourna vers lui et s'approcha lentement. Pour la première fois, l'étalon vint se placer directement devant Antoine, leurs regards se croisant dans un moment de connexion pure. Le cœur battant, Antoine tendit lentement sa main vers la crinière noire et épaisse de l'animal. Le contact fut électrisant. Les doigts d'Antoine s'enfouirent dans les crins rêches mais chauds, et Tempête ne recula pas. Au contraire, il abaissa légèrement sa tête, comme pour faciliter ce toucher. Une émotion puissante submergea Antoine, lui nouant la gorge. Ce n'était pas juste une victoire dans le dressage d'un animal difficile. C'était un moment de confiance partagé entre 2 êtres blessés par la vie. « Tu vois » murmura-t-il en occitane, « nous sommes pareils, toi et moi. Personne ne nous a demandé notre avis sur notre destin. » Dans les jours qui suivirent, Antoine intensifia ses efforts. Chaque matin, il arrivait avant tous les autres employés, déterminé à maximiser son temps avec Tempête. Élise, désormais alliée discrète mais précieuse, lui apporta des vêtements propres et de la nourriture supplémentaire. « Mon grand-père était gardien », lui confia-t-elle un après-midi, alors qu'ils observaient Tempête se déplacer librement dans son box, bien plus à l'aise qu'auparavant. Il disait que les vrais cavaliers de Camargue ne domptent pas les chevaux. Ils dansent avec eux jusqu'à ce que les deux décident de suivre le même chemin. Antoine hocha la tête, reconnaissant cette sagesse qui résonnait avec son instinct profond. « Ta famille est d'ici depuis longtemps ?»« Depuis toujours, » sourit-elle. « Les Camargues, les taureaux, les chevaux, c'est notre sang. Mon grand-père aurait aimé te voir travailler. Il se disputait souvent avec des hommes comme Marcel qui croient que la force est la seule façon. » Cette conversation renforça la détermination d'Antoine. Le lendemain, il tenta une nouvelle étape cruciale, approcher Tempête avec un licol léger, fabriqué de cordes douces. L'étalon se raidit immédiatement à la vue de l'objet, ses souvenirs traumatiques visiblement ravivés. Antoine ne força rien. Il déposa simplement le licol au sol et reprit sa position assise, parlant doucement en occitan, décrivant les marais de Camargue, les vols de flamants roses, le vent qui courbe les roseaux, créant par ces mots un espace de liberté plutôt qu'une menace de contrainte. Après 1 heure, il quitta le box, laissant le licol derrière lui. Le lendemain matin, il trouva Tempête qui reniflait l'objet avec curiosité. 3 jours plus tard, l'étalon acceptait que le licol soit placé brièvement sur son museau sans panique. Une avancée considérable qui n'échappa pas au palefrenier. Le 12e jour, après l'ultimatum de Beaumont, Raoul apporta à Antoine un petit sac d'herbes séchées. « Pour sa blessure au flanc, » expliqua le vieil homme. « C'est un mélange que les anciens utilisaient. Ça aide à cicatriser et ça apaise la douleur. »
Antoine examina les herbes avec curiosité. Comment s'applique-t-il? Fais une pâte avec de l'eau tiède. Applique-la doucement sur la plaie après l'avoir nettoyée. Tandis qu'il préparait le remède, Raoul observait Tempête avec une attention particulière. « Ce cheval a quelque chose de spécial, » murmura-t-il. « Regarde les taches de son pelage. On dirait un des anciens chevaux du Marais, ceux que les gitans appelaient les esprits du marécage. » Antoine suivit son regard, notant effectivement les motifs inhabituels des taches noires sur la robe blanche de l'étalon. Moins géométriques que ceux des chevaux andalous typiques, plus fluides, presque comme des éclaboussures d'encre sur un parchemin. Le moment le plus remarquable de cette période se produisit le 14e jour. Antoine, ayant gagné suffisamment de confiance, ouvrit la porte du box et se tint dans l'ouverture, sans tenir Tempête par le licol, l'invitant simplement à le suivre dans la cour intérieure des écuries. Les palefreniers s'immobilisèrent, certains attrapant instinctivement des fourches ou des bâtons, s'attendant à une catastrophe. Mais Tempête suivit Antoine comme son ombre, maintenant toujours la même distance, s'arrêtant quand il s'arrêtait, avançant quand il avançait, une démonstration stupéfiante de confiance mutuelle qui laissa les hommes de Beaumont bouche bée. « Sorcellerie !» marmonna l'un d'eux, se signant rapidement. « Pas de sorcellerie !» corrigea Raoul qui observait la scène. « Juste l'ancien savoir, le gamin a le don. » La nouvelle de ses progrès se répandit rapidement au-delà des murs du domaine. Un matin, Antoine fut surpris de voir 3 vieux gardiens à la retraite, reconnaissables à leurs vêtements traditionnels, qu'il observait travailler depuis la barrière du petit paddock. Ils ne dirent rien, se contentant de hocher occasionnellement la tête en signe d'approbation. Le lendemain, ils revinrent avec 2 autres. Le surlendemain, ils étaient 7, certains ayant fait plusieurs heures de route depuis les villages reculés du delta du Rhône, attirés par les rumeurs d'un garçon qui parlait le langage oublié des chevaux. Marcel observait ce pèlerinage impromptu avec un ressentiment croissant. Le vagabond attirait désormais plus d'attention et de respect que lui, chef palefrenier expérimenté. Sa jalousie s'intensifiait chaque fois qu'un des anciens gardiens l'ignorait pour aller directement parler au garçon. « Il se prend pour qui, ce morveux ?» fulmina-t-il un soir auprès de 2 palefreniers qui partagèrent son amertume. « Il arrive de nulle part, sans formation, sans référence, et soudain tout le monde le traite comme un prodige. » Les 3 hommes observaient à distance Antoine, qui menait Tempête près de la clôture, où neige était gardée, permettant aux 2 chevaux de se toucher brièvement à travers les barreaux. Un moment de tendresse animale qui renforçait visiblement la confiance de l'étalon. « Il est temps de montrer comment on dresse véritablement un cheval », déclara Marcel, une lueur dangereuse dans le regard. « Demain, quand le gamin s'absentera, nous nous occuperons de cet étalon à notre façon. » L'occasion se présenta le lendemain après-midi. Épuisé par des nuits de sommeil insuffisants dans la grange humide, Antoine demanda à Élise de garder un œil sur Tempête pendant qu'il allait se laver à la rivière voisine. Dès qu'il fut hors de vue, Marcel et 2 complices, Thomas et Jean, se dirigèrent vers le box de Tempête, armés de fouets, d'éperons et d'une selle lourde. « Regardez-moi bien », lança Marcel en entrant brusquement dans le box. « Je vais vous montrer comment un vrai professionnel soumet une bête sauvage. » Tempête, habitué désormais à l'approche douce et respectueuse d'Antoine, se figea devant cette intrusion agressive. Ses oreilles se plaquèrent immédiatement contre son crâne, ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Allez, attrape-le !» ordonna Marcel à Thomas qui tentait de passer une corde autour du cou de l'étalon. Ce qui suivit fut un chaos de violence et de terreur. Tempête, sentant la trahison et revivant ses traumatismes passés, se cabra violemment. Ses sabots antérieurs s'abattirent sur la jambe de Thomas qui s'effondra en hurlant. L'étalon, désormais en proie à une panique totale, se jeta contre les parois du box, brisant des planches, renversant les 3 hommes dans sa frénésie pour échapper à cette agression. En quelques secondes, il avait défoncé une section entière de l'écurie et s'était échappé dans la propriété, laissant derrière lui des hommes blessés et un sillage de destruction. Quand Antoine revint, ses cheveux encore humides de son bain à la rivière, il trouva le chaos. Des palefreniers couraient dans tous les sens, des cris résonnaient, et une partie de l'écurie présentait une brèche béante. Il n'eut pas besoin d'explication. Les regards coupables des hommes de Marcel, le sang sur les fouets abandonnés au sol,
racontait toute l'histoire. Sans dire un mot, Antoine partit à la recherche de Tempête, suivant instinctivement son intuition vers le seul endroit où l'animal pouvait chercher du réconfort. Le pré où Neige était gardée. Il y trouva les talons tremblants, le corps couvert de nouvelles blessures, ses semaines de progrès anéanties en quelques minutes de cruauté. Beaumont arriva peu après, furieux, suivi par une petite foule de travailleurs et de curieux. « Cet animal est une perte d'argent !» hurla-t-il, sortant un pistolet de son holster. « Je vais en finir maintenant et faire venir un autre cheval d'Espagne. » Antoine se plaça entre Beaumont et le cheval. « Si vous le tuez, aucun cheval ne vous fera jamais confiance. Écarte-toi, gamin. Tu as eu ta chance. » Ce fut à ce moment qu'Élise s'avança courageusement. « Monsieur Beaumont, les visiteurs de Paris ont déjà entendu parler du garçon qui a dompté le cheval espagnol sauvage. Ce serait une attraction bien plus grande au festival qu'un simple étalon ordinaire. » Beaumont hésita, son ego partagé entre la colère et la perspective d'impressionner ses invités aristocrates avec une histoire inhabituelle. Finalement, il rangea son arme. « Une semaine, gamin. Si cet animal n'est pas complètement docile d'ici là, vous quittez tous les deux ma propriété. » Lorsque tout le monde se fut retiré, Antoine resta dans le pré jusqu'à la tombée de la nuit, simplement assis à quelques mètres de Tempête, chantonnant doucement. Peu avant le coucher du soleil se produisit ce que les gardiens appelleraient plus tard le miracle de Camargue. L'étalon traumatisé s'approcha lentement et posa sa tête sur les genoux d'Antoine, une reddition complète qui arracha des larmes au vieux cavalier qui observait discrètement à distance. Le miracle qui s'était produit au crépuscule, Tempête posant sa tête sur les genoux d'Antoine, résonnait encore dans le cœur du garçon, alors que les premières lueurs de l'aube caressaient les vignobles du domaine Beaumont. Ce geste d'abandon total, cette confiance offerte malgré la trahison des hommes, avait créé un lien que les mots ne pouvaient décrire. Antoine n'avait pas dormi, restant près de l'étalon jusqu'à ce que l'épuisement ait finalement forcé l'animal à s'allonger dans l'herbe humide, ses flancs se soulevant au rythme de sa respiration apaisée. « Tu vois ?» murmura Antoine en caressant doucement l'encolure de Tempête. « Nous avons une semaine. Une semaine pour montrer à Beaumont ce que tu vaux vraiment. » L'ultimatum résonnait dans sa tête comme une sentence. 7 jours pour transformer un animal profondément traumatisé en monture présentable pour le festival, où ils seraient tous deux chassés, l'étalon probablement vers l'abattoir, lui vers les rues d'Arles qu'il connaissait trop bien. Le soleil était à peine levé quand Beaumont apparut, accompagné de Marcel, dont le bras était bandé suite au chaos de la veille. Le propriétaire observa la scène avec un mélange de surprise et de méfiance. L'étalon auparavant incontrôlable, paisiblement allongé près du garçon des rues. « Impressionnant », concéda-t-il du bout des lèvres. « Mais je veux le voir monter et obéissant avant le festival. Pas de tour de cirque, une vraie présentation qui montrera la qualité de mon écurie. » Antoine se leva lentement, prenant soin de ne pas effrayer Tempête par des mouvements brusques. « Il a besoin de calme pour récupérer de ce qui s'est passé hier, » répondit-il, osant pour la première fois défier ouvertement l'autorité de Beaumont. « Et il a besoin d'être près de Neige. » Beaumont plissa les yeux, irrité par cette suggestion qui ressemblait à une exigence. « Tu donnes des ordres maintenant, vagabond. » « Ce n'est pas un ordre, » intervint Raoul, qui s'était approché silencieusement. « C'est la sagesse des anciens. Les chevaux de Camargue forment des liens pour la vie. Les séparer, c'est briser leur esprit. » Le vieil homme avait parlé avec une telle autorité naturelle que même Beaumont hésita. Après un moment de tension, il fit un geste impatient de la main. « Fais ce que tu veux avec ces 2 bêtes. Mais je veux des résultats, pas des légendes de vieux gardiens. » Quand Beaumont et Marcel s'éloignèrent, Antoine échangea un regard reconnaissant avec Raoul. Le vieux gardien hocha simplement la tête, une complicité tacite s'établissant entre eux. Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine. Avec l'aide d'Élise et la bénédiction réticente de Beaumont, Antoine put installer Tempête dans un enclos adjacent à celui de Neige. Les 2 chevaux passaient des heures côte à côte, séparés seulement par une clôture qu'ils longeaient ensemble, comme s'ils exécutaient une danse coordonnée. Le changement dans le comportement de Tempête fut remarquable. La proximité avec sa compagne sembla lui rappeler qui il était avant la capture, avant les maltraitances. Ses yeux retrouvèrent une étincelle de vie. Ses mouvements devinrent plus fluides,
moins défensif. Antoine progressait méthodiquement. Chaque matin, il passait 1 heure simplement assis dans l'enclos, jouant de la flûte ou chantant doucement. Puis venait le moment du pansage, où il brossait délicatement la robe mouchetée, s'attardant sur chaque tache noire, murmurant des mots d'encouragement quand l'étalon acceptait un toucher plus appuyé. Le 3e jour après l'ultimatum, alors qu'Antoine appliquait le cataplasme d'herbe préparé par Raoul sur la blessure au flanc de Tempête, il reçut une visite inattendue. Madame Cloutier, la boulangère d'Arles, se présenta aux portes du domaine avec un panier couvert d'un linge blanc. Pour le jeune gardien, annonça-t-elle simplement au gardien perplexe. Quand le panier parvint à Antoine, il découvrit des pains frais, des fromages locaux et même un petit pot de miel, un luxe qu'il n'avait pas goûté depuis des années. Madame Cloutier dit que son père élevait des chevaux avant, expliqua Élise en lui remettant le panier. Elle dit que les chevaux de Camargue choisissent leurs cavaliers, pas l'inverse. Ce fut le début d'un phénomène inattendu. Le lendemain, ce fut le vieux forgeron du village qui apparut, offrant d'examiner les sabots de Tempête, comme on le faisait dans l'ancien temps, expliquant patiemment à Antoine comment reconnaître les signes de tension ou de douleur dans la posture d'un cheval. Puis vinrent 2 femmes âgées, portant des vêtements propres et rapiécés, pour le petit gardien, et un ancien cavalier apportant une selle légère, usée mais parfaitement entretenue, plus adaptée à la morphologie des vrais chevaux de marais, que les lourdes selles espagnoles des écuries Beaumont. Cette mobilisation silencieuse mais déterminée de la communauté locale intriguait et touchait profondément Antoine. Lui qui avait toujours vécu en marge, invisible aux yeux de la société, se retrouvait soudain au centre d'un réseau de soutien discret mais solide. « Pourquoi m'aide-t-il » demanda-t-il à Raoul un soir, alors qu'ils observaient Tempête et Neige se frôler à travers la clôture. Le vieil homme sourit, les rides au coin de ses yeux s'accentuant dans la lumière dorée du couchant. « Parce que tu leur rappelles ce qu'ils ont oublié. Les gardiens ne sont pas juste des hommes qui montent à cheval. Ce sont des gardiens d'une tradition, d'un lien avec les animaux que le monde moderne efface. » Antoine réfléchit à ces paroles, tout en continuant son travail patient avec Tempête. Le 5e jour, il franchit une étape cruciale. L'étalon accepta pour la première fois la légère selle que le vieux cavalier avait apportée. Pas pour être monté encore, simplement pour sentir le poids, s'habituer à la sensation du cuir et des sangles. Tempête se raidit initialement, son corps entier se contractant comme s'il s'attendait à la douleur. Antoine resta immobile, murmurant des encouragements en occitan, attendant que la vague de panique passe. Lentement, muscle après muscle, l'étalon se détendit, acceptant cette nouvelle sensation avec une confiance prudente. Ce soir-là, alors qu'Antoine rangeait la selle, il fut surpris de voir une silhouette imposante dans l'encadrement de la porte. Le père Mathieu, curé d'Arles, venu apparemment pour une visite pastorale au domaine. « On dit que tu fais des miracles avec les bêtes blessées », commenta le prêtre en observant Tempête qui s'était approché d'Antoine dès son retour dans l'enclos. « Pas des miracles, mon père, juste de la patience. » Le prêtre sourit, ses yeux pétillants d'une sagesse tranquille. La patience est le plus rare des dons dans notre époque pressée. Dieu accorde parfois une sagesse spéciale aux plus humbles pour nous rappeler nos propres folies. Cette visite, apparemment anodine, eut un impact considérable. Dès le lendemain, Beaumont sembla traiter Antoine avec une méfiance nouvelle, comme si la bénédiction tacite du prêtre représentait une menace pour son autorité. Ces paysans superstitieux, l'entendit-on marmonner après avoir croisé un groupe de villageois venus observer discrètement le travail d'Antoine. Ils croient que ce gamin a des pouvoirs magiques. Malgré cette tension croissante, les progrès avec Tempête continuaient. Le 6e jour, Antoine réussit un exploit que même les plus optimistes jugeaient impossible. Assis calmement sur le dos de l'étalon, sans selle, simplement avec une corde fine autour de son encolure, il guida Tempête dans un lent tour de l'enclos. Ce n'était pas une monte conventionnelle. Antoine ne dominait pas l'animal. Ils bougeaient ensemble, comme 2 danseurs anticipant mutuellement leurs mouvements. Quand Tempête s'arrêtait, incertain, Antoine attendait, murmurant des encouragements. Quand l'étalon reprenait confiance, ils avançaient à nouveau.
La nouvelle de cette réussite se répandit comme une traînée de poudre. Ce soir-là, Antoine fut convoqué dans le bureau de Beaumont, où il trouva le propriétaire au téléphone, visiblement agité. « Oui, venez immédiatement. Je ne laisserai pas un vagabond ruiner mon investissement avec ses méthodes archaïques, » l'entendit-il dire avant de raccrocher brusquement. Beaumont se tourna vers Antoine, un sourire froid sur les lèvres. « Tu as fait des progrès, je dois l'admettre, mais je ne prendrai aucun risque pour le festival. J'ai fait venir un expert de Paris pour superviser les derniers préparatifs. » Antoine sentit son cœur se serrer. Quel expert? Philippe Dussault, le meilleur dresseur de chevaux de France. Il arrive demain. Ce nom était inconnu à Antoine, mais l'expression sombre qui traversa le visage d'Élise quand il lui rapporta la nouvelle lui dit tout ce qu'il devait savoir. « Dussault est connu pour obtenir des résultats rapides, » expliqua-t-elle à voix basse. « Des méthodes brutales mais efficaces. Les chevaux qu'il dresse obéissent parfaitement, par peur, pas par confiance. » Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta dans l'enclos avec Tempête, la main posée sur l'encolure puissante de l'animal, sentant les battements réguliers de son cœur. Tant de progrès, tant de confiance gagnée pas à pas. Tout cela risquait d'être anéanti par l'arrivée de ce dresseur parisien. Au matin, une voiture luxueuse franchit les portes du domaine. Un homme élancé aux traits sévères en descendit, suivi par 2 assistants portant des malles d'équipement. Philippe Dussault avait une élégance froide, son regard calculateur évaluant instantanément tout ce qui l'entourait, les bâtiments, les chevaux, et finalement Antoine, qu'il examina avec un dédain non dissimulé. « Alors c'est lui, le prodige dont on parle », commenta-t-il, tandis que Beaumont les présentait. « Intéressant. J'ai hâte d'observer vos méthodes. » Pendant les heures qui suivirent, Dussault observa Antoine travailler avec Tempête, prenant des notes, murmurant occasionnellement à ses assistants. Son expression oscillait entre curiosité professionnelle et mépris évident. « Romantique, mais inefficace », déclara-t-il finalement à Beaumont qui l'accompagnait. « Les chevaux ont besoin de hiérarchie, pas d'amitié. Votre festival est dans 4 jours. Nous n'avons pas le temps pour ces techniques folkloriques. » La semaine finale avant le festival équestre commença avec une nouvelle qui glaça le sang d'Antoine. Beaumont avait engagé Philippe Dussault, le tristement célèbre dresseur parisien connu pour dompter n'importe quel cheval en un temps record par des méthodes brutales qui laissaient des cicatrices invisibles, et ses premières paroles en arrivant furent un décret glacial. « Le garçon peut continuer avec ses musiques et ses chuchotements, mais je prendrai le contrôle dans 3 jours, quoi qu'il en coûte. » L'arrivée de Philippe Dussault bouleversa l'atmosphère du domaine Beaumont comme un mistral glacial balayant les plaines de Camargue. Sa présence imposante, ses vêtements impeccables et son regard calculateur contrastaient violemment avec la simplicité d'Antoine. Dès le premier jour, le dresseur parisien prit possession des lieux, réorganisant les horaires, donnant des ordres aux palefreniers et inspectant minutieusement chaque recoin des écuries, comme s'il cherchait à débusquer des preuves d'incompétence. « Votre méthode est charmante, mais nous n'avons pas le temps pour ces sentimentalités », déclara Dussault, en observant Antoine qui parlait doucement à Tempête. « Le festival est dans 3 jours. Les aristocrates parisiens attendent un spectacle de précision, pas une démonstration de tendresse gitane. » Antoine serra les dents, continuant à brosser l'encolure de Tempête qui, depuis l'arrivée du dresseur, montrait des signes de nervosité croissante. Les talons percevaient le changement d'atmosphère, ses oreilles pivotant constamment, ses muscles se tendant sous la robe tachetée. « Il comprend ce qui se passe », murmura Antoine à Élise lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Il sent que quelque chose a changé. » Au crépuscule du premier jour, Dussault convoqua tous les palefreniers pour une réunion dans la cour principale. Debout sur les marches menant aux écuries, il ressemblait à un général s'adressant à ses troupes. « Cet étalon doit être préparé selon les standards de l'équitation classique », annonça-t-il. « Premier changement, il sera transféré dans un box fermé, loin des distractions. La proximité avec la jument blanche le rend émotionnellement dépendant, ce qui est inacceptable pour un étalon d'exhibition. » Antoine s'avança immédiatement, incapable de contenir son indignation. La séparation d'Avec-Neige le perturbera profondément. Tout le travail accompli sera. La dépendance émotionnelle affaiblit un étalon d'exhibition, l'interrompit Dussault d'un ton tranchant. Les chevaux sont des athlètes, pas des animaux de compagnie. Ils doivent apprendre la discipline.
pas l'attachement. Beaumont, qui observait l'échange, acquiesça avec satisfaction. Dussault a dressé des chevaux pour la garde républicaine. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Cette nuit-là, Antoine ne put dormir, tourmenté par l'appréhension. À l'aube, il se précipita vers l'enclos, seulement pour découvrir qu'il était vide. Un palefrenier qui passait lui jeta un regard embarrassé. « Ils l'ont déplacé hier soir, après que tu sois parti. 3 hommes et des sédatifs. Dussault a dit que c'était nécessaire. » Le cœur battant, Antoine parcourut les écuries jusqu'à trouver un box isolé au fond du bâtiment principal. À travers la porte entr'ouverte, il aperçut Tempête, attaché par des sangles de contention, sa tête maintenue haute par une longe fixée au plafond. L'étalon tremblait légèrement, ses yeux reflétant une panique contenue. « Qu'avez-vous fait ?» s'écria Antoine en se précipitant à l'intérieur. Dussault émergea de l'ombre du box, tenant une cravache fine. Préparation professionnelle. Le cheval doit comprendre sa place. Vous avez jusqu'à jeudi pour l'habituer aux morts et à la selle complète. Vendredi, je prendrai le relais pour les ajustements finaux. Antoine s'approcha lentement de Tempête, murmurant des paroles apaisantes en occitan. L'étalon le reconnut, ses oreilles se tournant vers la voix familière, mais son corps restait rigide, contraint par les sangles. « Vous détruisez tout », murmura Antoine, la voix tremblante de colère contenue. Il commençait à faire confiance. « La confiance est un luxe, pas une nécessité dans le dressage », répliqua Dussault avant de sortir du box. « Adaptez-vous ou écartez-vous, garçon. Le temps des jeux est terminé. » Resté seul avec Tempête, Antoine commença patiemment à défaire les sangles, une à une, murmurant constamment pour rassurer l'animal désorienté. Quand la dernière contrainte fut enlevée, l'étalon resta immobile, comme s'il n'osait pas croire à sa liberté retrouvée. « Je suis là », chuchota Antoine, posant son front contre celui de Tempête. « Je ne les laisserai pas te briser. » Les jours suivants furent une bataille silencieuse. Chaque soir, Dussault faisait attacher Tempête dans des positions contraignantes, prétendant que cela formait son port de tête. Chaque matin, Antoine arrivait avant l'aube pour libérer l'animal et reconstruire patiemment la confiance ébranlée. Contre toute attente, la communauté locale commença à manifester ouvertement son soutien. Un matin, Antoine trouva le forgeron refusant catégoriquement de fabriquer les morts spéciaux que Dussault avait commandés. « Rupture de stock », déclara-t-il avec un clin d'œil à peine dissimulé. « Ces morts à branches longues ne conviennent pas aux chevaux de Camargue de toute façon. » Quand Dussault tenta de faire venir un autre artisan, il découvrit que tous les forgerons de la région semblaient mystérieusement indisponibles. De même, lorsque Beaumont organisa un dîner pour présenter Dussault à l'élite locale, plusieurs invités de marque déclinèrent poliment, préférant assister à une modeste veillée organisée par les anciens gardiens au village. Ces paysans ignorants, fulmina Beaumont. Ils s'imaginent que le gamin a quelques dons magiques avec les chevaux, alors qu'il ne fait que retarder un dressage professionnel. Pourtant, à sa grande frustration, la résistance passive s'intensifiait. Les livreurs oubliaient d'apporter les équipements commandés par Dussault. Les journalistes locaux publiaient des articles évoquant les méthodes traditionnelles camarguaises ressuscitées par un jeune prodige, sans jamais mentionner Beaumont ou son dresseur parisien. Même le curé, lors de son sermon dominical, évoqua l'humilité qui permet parfois aux plus simples de percevoir ce que les savants ignorent, provoquant des hochements de tête entendus dans l'assemblée. Au 3e jour, contre toute attente, Antoine commençait à regagner du terrain. Tempête, malgré les séances nocturnes imposées par Dussault, répondait plus rapidement à ses soins. C'était comme si l'animal, ayant déjà connu la confiance, se rappelait plus facilement ce sentiment une fois retrouvé. « C'est remarquable », commenta Raoul, en observant Antoine masser doucement les muscles endoloris de l'étalon. « Il a appris à te reconnaître comme son protecteur au milieu des prédateurs. » Cette observation toucha profondément Antoine. Lui qui n'avait jamais pu protéger personne, pas même ses parents de l'incendie qui les avait emportés, se retrouvait désormais gardien d'une créature aussi puissante que vulnérable. Ce soir-là, après avoir veillé tard pour s'assurer que Dussault ne viendrait pas imposer de nouvelles contraintes à Tempête, Antoine prit une décision audacieuse. Le festival n'était plus qu'à 2 jours, et il sentait que le temps jouait contre eux.
Tempête avait besoin de retrouver confiance en sa liberté, en sa force naturelle. À l'aube, alors que la brume matinale enveloppait encore le domaine, Antoine entra dans le box de Tempête avec un simple licol de corde. Sans un mot, il le passa autour de l'encolure de l'étalon, pas pour le contrôler, mais comme un symbole de leur connexion. « Viens », murmura-t-il en occitan. « Allons rappeler à ton corps ce que signifie être libre. » Avec une audace tranquille, Antoine guida Tempête hors du box, traversant l'allée centrale des écuries, avant de franchir le portail principal sous les yeux ébahis d'un gardien encore somnolent. Au lieu de se diriger vers les paddocks d'entraînement, il mena l'étalon vers les champs de lavande qui s'étendaient derrière la propriété. Les ouvriers qui commencèrent leur journée dans les vignes s'immobilisèrent, stupéfaits par le spectacle qui s'offrait à eux. Le garçon déguenillé, assis à cru sur l'étalon pie réputé indomptable, traversait les rangées de lavande à un trot léger qui se transforma bientôt en galop fluide. Sans rêne, sans selle, sans aucun équipement de contrôle visible, Antoine guidait Tempête par de simples pressions de ses genoux et des murmures que l'animal semblait comprendre instantanément. Il formait une silhouette unique, se déplaçant dans une harmonie parfaite contre le ciel pâle du matin. Les vignerons abandonnèrent leurs outils pour observer ce ballet improvisé. Antoine et Tempête dessinaient des cercles parfaits entre les rangées de vignes, s'arrêtaient net sur un murmure, puis repartaient au galop comme portés par le vent. L'étalon, qui quelques jours plus tôt tremblait sous les sangles de contention, exprimait maintenant une joie pure dans chaque foulée, sa crinière noire flottant comme un étendard de liberté. « Regardez » murmura un vieil ouvrier en se signant. « Comme les anciens gardiens. Pas de force, juste la danse. » Quand Antoine ramena finalement Tempête vers les écuries, il trouva un comité d'accueil inattendu. Beaumont et Dussault l'attendèrent devant les portes, leurs visages déformés par une colère à peine contenue. « Comment oses-tu sortir mon cheval sans autorisation » vociféra Beaumont. « Tu aurais pu le perdre ou le blesser avant le festival. » Antoine descendit calmement, sa main restant en contact avec l'encolure de Tempête. Il avait besoin de se rappeler pourquoi il me fait confiance. « Cela s'arrête maintenant », déclara Dussault, s'avançant avec une cravache. « Attachez cet animal, je prends le relais dès maintenant. » Ce qui se produisit ensuite resterait gravé dans la mémoire de tous les témoins. Alors que Dussault s'approchait avec 2 assistants, Tempête, le cheval que personne ne pouvait approcher quelques semaines plus tôt, se plaça délibérément devant Antoine. L'étalon se cabra, hennissant puissamment, ses sabots avant battant l'air en un défi manifeste. « Voyez !» s'exclama Raoul, qui venait d'arriver, pointant vers le ciel où des nuages sombres s'amoncelaient. Le cheval protège l'enfant comme les anciens protecteurs de Camargue. C'est un signe. La superstition courait encore profondément dans cette région rurale. Plusieurs ouvriers se signèrent devant cette manifestation qui semblait dépasser le simple dressage. Même Beaumont, homme d'affaires pragmatique, hésita face à cette image saisissante. L'étalon noir et blanc dressé contre le ciel orageux, défendant le garçon pieds nus. Élise, saisissant l'opportunité créée par ce moment de flottement, s'avança. « Monsieur Beaumont, peut-être devrions-nous envisager une présentation différente pour le festival. Au lieu de simplement exhiber le cheval dompté, nous pourrions montrer Antoine travaillant avec lui, une démonstration de la méthode traditionnelle camarguaise que vos ancêtres valorisaient. » La suggestion toucha un point sensible chez Beaumont, son désir d'impressionner l'aristocratie parisienne avec une authenticité régionale qu'il ne pouvait acheter à Paris. Pendant qu'il considérait l'idée, le maire d'Arles, venu discuter des détails du festival, intervint. « Une excellente suggestion. Les touristes sont fatigués des présentations conventionnelles. Une démonstration authentique avec le gardien le plus jeune de la région serait une publicité extraordinaire. »« Il n'est pas gardien, » protesta Beaumont. « C'est un orphelin des rues. »« Les vrais gardiens ne naissent pas du titre, mais du don, » répondit solennellement un des anciens présents. « Nous avons observé ce garçon. Il a le don. » Acculé par l'opinion publique et par le prestige du festival, Beaumont céda finalement. Le garçon peut présenter le cheval dimanche, mais sous supervision. Et si quelque chose ne va pas? La menace resta suspendue dans l'air, mais Antoine avait déjà reporté son attention sur Tempête, qui reposait maintenant son museau sur son épaule.
parfaitement calmes malgré le tumulte alentour. Quand ils retournèrent aux écuries, ils trouvèrent Beaumont et Dussault qui les attendaient, livides de colère. Mais avant qu'ils puissent punir Antoine, Tempête fit quelque chose que personne n'attendait. Il se plaça de manière protectrice devant le garçon, se cabrant et hennissant en défi direct aux hommes. Ce n'était pas de l'agressivité, réalisèrent les gardiens présents, mais une protection délibérée d'un être qui reconnaissait son véritable ami au milieu de prédateurs déguisés en protecteurs. La scène extraordinaire qui venait de se jouer, Tempête se dressant comme un gardien devant Antoine, laissa un silence chargé d'émotions planer sur la cour des écuries. Les témoins, qu'ils soient palefreniers, ouvriers ou villageois venus observer discrètement, retenaient leur souffle. Il y avait quelque chose de primitif, presque sacré dans ce tableau. Un animal puissant choisissant délibérément de protéger un être humain vulnérable contre ceux qui détenaient l'autorité. Élise, saisissant intuitivement l'importance de ce moment, s'avança dans l'espace laissé vacant par le recul de Dussault et de ses assistants. Son visage, habituellement discret, s'était animé d'une détermination nouvelle. « Monsieur Beaumont », proposa-t-elle d'une voix claire qui porta jusqu'aux oreilles des curieux rassemblés à distance, plutôt qu'une présentation conventionnelle, pourquoi ne pas montrer quelque chose d'unique, une démonstration du lien authentique entre Antoine et Tempête, la méthode traditionnelle camarguaise dans sa forme la plus pure. Le maire d'Arles, un homme corpulent dont l'élégance du costume ne masquait pas les origines modestes, hocha vigoureusement la tête. Il était venu discuter des derniers détails logistiques du festival et cette scène inattendue lui offrait une opportunité parfaite. « Une excellente suggestion », s'exclama-t-il, son enthousiasme à peine dissimulé. Les aristocrates parisiens sont blasés des démonstrations techniques. Ce qu'ils cherchent, c'est l'authenticité, quelque chose qu'ils ne peuvent pas acheter. Un jeune gardien travaillant avec un cheval selon les anciennes traditions, voilà qui marquerait les esprits. Beaumont se retrouvait dans une position délicate. Son regard oscillait entre Dussault, représentant l'expertise reconnue et la méthode conventionnelle, et Antoine, symbole d'une approche qu'il considérait comme primitive mais qui, manifestement, produisait des résultats spectaculaires. Le propriétaire du domaine était avant tout un homme d'affaires. Il reconnaissait une opportunité quand elle se présentait. « Le garçon n'est pas gardien », objecta-t-il néanmoins, tentant de maintenir son autorité. « C'est un orphelin des rues. » Un vieil homme vêtu du costume traditionnel camarguais s'avança alors. Antoine le reconnut comme l'un des anciens qui venaient régulièrement observer son travail avec Tempête. Sa voix, quoique fatiguée par l'âge, portait la gravité de décennies d'expérience. « Les vrais gardiens ne naissent pas du titre, mais du don », déclara-t-il avec une solennité qui imposa le silence. « Nous avons observé ce garçon. Il a le don. » Ces simples mots semblèrent peser plus lourd que tous les arguments techniques que Dussault aurait pu avancer. Les murmures d'approbation qui parcoururent l'assistance confirmèrent que l'opinion publique, du moins celle qui comptait dans cette région, s'était clairement positionnée. Beaumont, pragmatique jusqu'au bout, reconnut sa défaite tactique. « Le garçon peut présenter le cheval dimanche », concéda-t-il avec une réticence évidente. « Mais sous supervision. Et si quelque chose ne va pas… » La menace implicite resta suspendue dans l'air du matin. Mais Antoine l'avait à peine entendue. Son attention était déjà retournée à Tempête, qui avait abaissé sa posture défensive et reposait maintenant son museau contre l'épaule du garçon, comme épuisé par l'intensité émotionnelle de sa démonstration de protection. Tandis que la foule se dispersait lentement, Antoine conduisit Tempête vers son box, murmurant des paroles rassurantes en occitan. L'étalon marchait près de lui, son corps massif frôlant délicatement le flanc du garçon comme s'il craignait de le bousculer. Ce comportement, d'une délicatesse presque impensable pour un animal de cette puissance, n'échappa pas à Raoul qui les suivait à distance respectueuse. « Un cheval qui ajuste sa force pour protéger un humain plus faible », murmura le vieil homme à Élise. « Nos anciens disaient que seuls les chevaux qui ont connu la souffrance développent cette sagesse. » Cette nuit-là, Antoine resta tard dans les écuries, déterminé à ne pas laisser Dussault imposer de nouvelles techniques à Tempête. Assis dans la paille fraîche, il partageait son maigre repas avec l'étalon qui acceptait délicatement les morceaux de pommes de sa main. « 3 jours », murmura Antoine, caressant l'encolure puissante. « 3 jours pour leur montrer qui tu es vraiment. »
L'étalon souffla doucement, ses naseaux frôlant les cheveux du garçon dans ce qui ressemblait étrangement à une caresse. Alors que la nuit s'installait complètement sur le domaine, Élise apparut silencieusement à la porte du box, son visage tendu par l'inquiétude. « Antoine !» chuchota-t-elle après s'être assurée que personne ne l'entendait. « Je dois te parler. » L'urgence dans sa voix alerta immédiatement le garçon. Il rejoignit la jeune femme à l'extérieur du box. « J'ai surpris une conversation entre Beaumont et Dussault, » continua-t-elle, sa voix à peine audible. « Il prévoit de vendre Tempête immédiatement après le festival à un éleveur de Normandie. » La nouvelle frappa Antoine comme un coup physique. Il chancela légèrement, s'appuyant contre la porte du box. « Mais pourquoi ?» Le cheval répond enfin. Élise jeta un regard anxieux vers le bâtiment principal où brillaient encore les lumières du bureau de Beaumont. « C'est plus compliqué que ça. Beaumont s'inquiète de l'influence que tu as acquise. Un orphelin des rues qui gagne le respect des anciens gardiens, qui fait plier l'autorité établie. Il voit cela comme une menace pour sa position. » Antoine ferma les yeux, assimilant cette révélation douloureuse. La politique des adultes, leur jeu de pouvoir et d'ego, tout cela lui semblait si futile comparé aux liens authentiques qu'il avait construits avec Tempête. « Et Neige ?» demanda-t-il, pensant au couple séparé. « Elle reste ici. L'acheteur ne veut que l'étalon pour son programme d'élevage. » Cette dernière information était peut-être la plus cruelle. Après avoir finalement retrouvé sa compagne, Tempête serait arrachée à elle une seconde fois, une répétition du traumatisme qui l'avait rendu si farouche. Antoine se laissa glisser jusqu'au sol, le dos contre la porte du box. Pour la première fois depuis des années, depuis la mort de ses parents, il sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Ce n'était pas pour lui qu'il pleurait, mais pour l'animal qui avait placé sa confiance en lui, qu'il avait protégé et qu'il ne pourrait pas sauver en retour. Dans le box, comme s'il percevait la détresse de son jeune ami, Tempête commença à s'agiter, hennissant doucement. Le son attira l'attention d'un palefrenier de garde qui jeta un regard suspicieux vers Antoine et Élise. « Va te reposer » murmura Élise, en pressant brièvement l'épaule du garçon. « Nous trouverons une solution. » Les jours qui suivirent prirent une étrange qualité onirique pour Antoine. D'un côté, il travaillait plus intensément que jamais avec Tempête, perfectionnant leur communication silencieuse, renforçant leurs liens avant la présentation au festival. De l'autre, chaque progrès était assombri par la connaissance que tout cela pourrait être détruit en un instant après le spectacle. Un phénomène inattendu vint cependant nourrir un fragile espoir. Le soutien de la communauté locale, jusqu'alors discret, devint de plus en plus visible. Des artisans du village fabriquaient des banderoles portant des slogans comme « Le Petit Gardien » ou « Antoine de Camargue ». Les commerçants refusaient ouvertement de servir Dussault, prétextant des ruptures de stock improbables. Même le maire, lors d'une interview pour le journal local, évoqua le renouveau des traditions équestres authentiques grâce à une rencontre providentielle entre un enfant aux dons exceptionnels et un cheval incompris. Ce soutien populaire n'échappait pas à Beaumont, dont l'irritation grandissante se manifestait par des ordres contradictoires et des explosions de colère envers son personnel. Il oscillait visiblement entre son désir de contrôle absolu et la tentation d'exploiter l'enthousiasme public pour le prestige de son domaine. L'avant-veille du festival, Antoine remarqua pour la première fois la présence d'un vieil homme espagnol qui observait Tempête avec une attention particulière. Contrairement aux autres spectateurs, il ne semblait pas impressionné par les exercices ou les démonstrations, mais étudiait plutôt la morphologie de l'animal, ses mouvements, les particularités de sa robe. « Qui est cet homme ?» demanda Antoine à Raoul après avoir surpris l'étranger pour la 3e fois près des écuries. Le vieux gardien haussa les épaules. Un visiteur espagnol apparemment. Il s'est présenté comme éleveur de chevaux andalous, venu pour le festival. Quelque chose dans l'intensité du regard de l'homme intriguait Antoine, mais l'organisation du festival accaparait toute son attention. Dussault, marginalisé mais non vaincu, continuait d'insister pour que Tempête porte des harnais élaborés et une selle espagnole traditionnelle lors de la présentation. « Il faut respecter l'esthétique », argumentait-il auprès de Beaumont. « Les spectateurs attendent un spectacle visuellement impressionnant. » Antoine résistait fermement. « Les vrais gardiens montent à cru ou avec une selle légère,
Tempête n'a pas besoin d'artifice. Ces disputes constantes épuisaient Antoine, mais renforçaient paradoxalement sa détermination. Chaque soir, il s'asseyait dans le box de Tempête, partageant avec lui des histoires de liberté, des contes de chevaux sauvages galopant dans les marais de Camargue sous la lune. L'étalon l'écoutait avec une attention presque humaine, ses grands yeux reflétant une intelligence qui dépassait la simple compréhension animale. C'est lors d'une de ces soirées que Raoul vint s'asseoir près d'Antoine, son vieux corps s'installant avec précaution dans la paille fraîche. Les chevaux originels de Camargue étaient à considérer comme sacrés, tu sais, commença-t-il sans préambule. Nos ancêtres croyaient qu'ils portaient les âmes des gardiens défunts. Antoine écoutait, fasciné, tandis que le vieil homme traçait du doigt les motifs particuliers des taches sur le flanc de Tempête. Ces marques ne sont pas celles d'un Andalou ordinaire. Regarde comme elles forment presque des symboles. Ici, on dirait la spirale que nos anciens gravaient sur les pierres des marais. Cette observation troublante s'ajoutait aux nombreuses particularités que Antoine avait lui-même remarquées. La forme inhabituelle des sabots de Tempête, plus adaptée au terrain marécageux qu'au sol dur des arènes. Sa façon de nager naturellement lorsqu'Élise l'avait mené près du petit étang du domaine. Son affinité immédiate avec les herbes des marais que Raoul utilisait pour soigner ses blessures. Plus Antoine y réfléchissait, plus l'idée prenait forme dans son esprit. Tempête n'était peut-être pas le pur sang andalou que Beaumont croyait avoir acheté, mais quelque chose de plus rare, de plus précieux. Un descendant des chevaux originels de Camargue, ces créatures semi-sauvages qui avaient partagé l'existence des gardiens depuis des siècles. La veille du festival, alors que la tension montait et que les plans pour sauver Tempête semblaient de plus en plus impossibles, Antoine fut surpris par le mystérieux Espagnol sortant de l'ombre de l'écurie, qui lui dit à voix basse « Ce cheval n'appartient ni à Beaumont, ni à la Normandie. C'est l'un des derniers descendants purs des chevaux ancestraux de Camargue. Et demain, au festival, je peux le prouver. » Les paroles du vieil Espagnol résonnaient dans l'esprit d'Antoine, tandis qu'il observait l'aube se lever sur le domaine Beaumont. Ce cheval n'appartient ni à Beaumont, ni à la Normandie. Ces mots contenaient à la fois une révélation et une promesse. Une lueur d'espoir dans ce qui semblait être une situation désespérée. Arles s'était métamorphosé. À la veille du festival équestre, la petite cité romaine débordait de visiteurs venus de toute la France. Les hôtels affichaient complet, les restaurants avaient doublé leurs tables en terrasse, et les rues pavées résonnaient d'accents parisiens mêlés aux tonalités chantantes du midi. Des banderoles aux couleurs de la Camargue, bleu, jaune et blanc, flottaient entre les bâtiments anciens, annonçant le grand festival équestre de Camargue, tradition et excellence. Au domaine Beaumont, l'effervescence atteignait son paroxysme. Des ouvriers installaient des tribunes temporaires près du grand paddock d'exhibition, des fleuristes arrangeaient d'imposantes compositions de lavande et de tournesol, tandis qu'une armée de serveurs répétait le protocole pour le service du champagne et des spécialités locales qui seraient offertes aux invités de marque. Antoine, éveillé depuis bien avant l'aube, préparait méticuleusement Tempête pour cette journée décisive. Ses gestes étaient lents, précis, presque rituels. Chaque coup de brosse sur la robe tachetée semblait être autant une caresse qu'un soin. « Aujourd'hui, tous verront qui tu es vraiment », murmura-t-il en occitane, ses doigts s'attardant sur les marques particulières que Raoul avait identifiées comme signes distinctifs des chevaux ancestraux de Camargue. Tempête répondait à ses attentions par une présence calme mais alerte, ses oreilles pivotant pour suivre les mouvements d'Antoine, ses yeux reflétant une confiance qui contrastait dramatiquement avec la terreur qu'ils exprimaient quelques semaines plus tôt. « Je me demande qui est vraiment cet Espagnol », confia Antoine à l'étalon comme s'il pouvait comprendre ses préoccupations. « Comment peut-il prouver ton origine? Et pourquoi maintenant ?» Une agitation inhabituelle interrompit ses réflexions. Des voix importantes résonnaient dans la cour principale. Beaumont accueillait ses premiers invités de marque. Glissant un regard par la fenêtre haute de l'écurie, Antoine aperçut une berline luxueuse de laquelle descendait un homme élancé, aux cheveux gris parfaitement coiffés, vêtu d'un costume qui criait son prix exorbitant. Le comte d'Evreux, sans doute l'aristocrate parisien dont Beaumont recherchait tant l'approbation. À ses côtés se tenait un homme plus trapu, au visage sévère encadré d'une barbe soigneusement taillée. Ses vêtements, quoique élégants, suggéraient une approche plus pratique.
celle d'un homme habitué au travail de terrain plutôt qu'au salon parisien. « Beaumont, ce domaine est toujours aussi charmant », déclara le comte avec cette condescendance polie propre à l'aristocratie. « Permettez-moi de vous présenter Monsieur Fournier, l'un des plus grands éleveurs de Normandie. » Antoine se figea. Voilà donc l'homme qui projetait d'acheter Tempête, de l'arracher à Neige et à sa terre d'origine pour l'emmener dans les plaines humides du Nord. L'éleveur s'avançait maintenant vers les écuries, Beaumont lui emboîtant le pas avec empressement. « Mon étalon espagnol est une acquisition exceptionnelle », vantait Beaumont, sa voix enflée d'orgueil. « Un pur sang andalou avec un tempérament de feu, exactement ce qu'il vous faut pour améliorer vos lignées normandes. » Fournier acquiesça distraitement, son regard expert déjà fixé sur les box. « J'ai hâte de l'examiner. Si la présentation est satisfaisante, nous pourrons conclure l'affaire dès ce soir. » Antoine recula instinctivement dans l'ombre du box, son bras s'enroulant protectivement autour de l'encolure de Tempête. L'étalon, percevant sa tension, émit un souffle inquiet, ses muscles se contractant légèrement sous la robe luisante. La porte du box s'ouvrit, révélant Beaumont flanqué de Fournier et du comte. Leurs regards s'attardèrent d'abord sur l'étalon majestueux, avant de remarquer la présence d'Antoine. « Ah, voilà le gardien dont tout le monde parle », présenta Beaumont avec une hésitation méprisante sur le mot « gardien ». Il a eu quelques succès avec l'animal. Fournier examina Tempête avec l'œil clinique d'un connaisseur, ignorant délibérément Antoine. Belle conformation, encolure puissante, bon développement musculaire des postérieurs. Son regard s'attarda sur les marques particulières du pelage. Ces taches sont inhabituelles pour un Andalou, presque, sauvages dans leur disposition. Une caractéristique recherchée, s'empressa d'affirmer Beaumont. Elle se transmet à la descendance. Fournier hocha la tête, visiblement impressionné malgré sa réserve professionnelle. Si la présentation est satisfaisante, nous pourrons discuter du prix dès ce soir. J'aimerais l'emmener en Normandie demain même. La brutalité de cette déclaration, l'absence totale de considération pour le lien établi entre Antoine et Tempête, pour l'attachement évident entre l'étalon et Neige, révélait toute la cruauté d'un monde où les animaux n'étaient que des biens à échanger. Après leur départ, Dussault fit son entrée, portant une impressionnante selle espagnole ornée de cuivre et de cuir travaillé. « Voici l'équipement pour la présentation », annonça-t-il sèchement. « Le cheval doit paraître authentique pour les connaisseurs. » Antoine secoua la tête, sa détermination renouvelée par la menace imminente. « Il n'a pas besoin de cela. Je monterai sans selle comme les vrais gardiens. » « Absurde !» riposta Beaumont qui était revenu sur ses pas. « Mes invités attendant de l'élégance, pas quelque spectacle gitan. »« L'authenticité n'est pas un spectacle, » répliqua Antoine, surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « C'est un hommage à ce que Tempête est vraiment. » La dispute fut interrompue par l'arrivée d'Élise, portant un message du maire concernant l'ordre des présentations. Profitant de cette distraction, Antoine emmena Tempête dans la cour arrière pour un dernier moment de calme avant le tumulte du festival. Pendant ce temps, dans les ruelles d'Arles, une activité discrète mais déterminée se déployait. Des artisans locaux terminaient des banderoles colorées portant des messages de soutien. Le petit gardien et Antoine de Camargue s'affichaient en lettres stylisées, décorées de motifs traditionnels. Ces créations n'étaient pas des produits commerciaux, mais des actes de résistance. La voix d'une communauté refusant de voir son patrimoine vivant réduit à une marchandise. Raoul, malgré ses articulations douloureuses, avait passé la matinée à rassembler d'anciens gardiens. Une dizaine d'hommes âgés, certains n'ayant pas monté à cheval depuis des années, s'étaient réunis dans une petite ferme à la périphérie d'Arles. « Demain, nous porterons tous la tenue complète », déclarait Raoul en sortant de vieilles malles des costumes traditionnels soigneusement conservés. Les chapeaux, les vestes noires, les rubans blancs, tout. Nous montrerons qui nous sommes réellement. Ces hommes, marginalisés par la modernité et l'industrialisation agricole, voyaient dans le combat d'Antoine et Tempête un écho de leur propre lutte pour préserver une identité culturelle menacée d'extinction. Au même moment, le maire d'Arles s'entretenait discrètement avec le maître de cérémonie du festival, un homme élégant venu spécialement de Marseille. « Donnez aux garçons tout le temps nécessaire », insistait le maire. « Pas d'interruption. Cette présentation est importante pour notre patrimoine culturel.
Le maître de cérémonie, habitué aux instructions contradictoires des politiciens locaux, acquiesça avec une politesse professionnelle, tout en notant que cette démonstration avec le jeune prodige et son cheval extraordinaire occuperait une place centrale dans le programme. De retour au domaine, Antoine consacrait ses dernières heures précieuses à renforcer son lien avec Tempête. Il s'exerçait non pas à des figures imposées ou des mouvements spectaculaires, mais à cette communication silencieuse qui formait la base de leur relation, la capacité de l'étalon à répondre aux plus subtils changements de posture, au moindre murmure d'Antoine. Élise, revenant des préparatifs au village, apporta des nouvelles alarmantes. « J'ai entendu Fournier proposer une somme énorme pour Tempête », chuchota-t-elle. « Il prévoit de l'emmener demain matin, juste après le festival. » Cette confirmation de leur crainte assombrit le visage d'Antoine, mais renforça sa résolution. Cette nuit pourrait être la dernière qu'il passerait avec Tempête, à moins que le mystérieux Espagnol ne tienne sa promesse. Comme pour marquer l'importance de ces moments, Antoine passa la nuit entière dans le box de Tempête, adossé contre le flanc puissant de l'animal. Dans la pénombre éclairée seulement par un rayon de lune, il chantait doucement les anciennes mélodies occitanes que sa mère lui avait enseignées, des chants qui parlaient de liberté, de chevaux sauvages et de la beauté sauvage des marais. Tempête écoutait, sa respiration profonde et régulière berçant Antoine. Parfois, l'étalon tournait sa tête imposante pour frôler délicatement le visage du garçon, comme pour le rassurer à son tour. « Demain tu seras libre », murmurait Antoine entre deux chants, ses doigts traçant les contours des taches sur la robe de l'animal. « D'une façon ou d'une autre, je te le promets. » L'aube du jour du festival équestre se leva enfin, révélant un spectacle céleste que les superstitieux locaux interprétèrent immédiatement comme un présage. Le ciel au-dessus de la Camargue présentait une division parfaite, moitié d'un bleu limpide, moitié couvert de nuages sombres et menaçants, comme si la nature elle-même annonçait que ce jour serait celui d'un affrontement entre la vérité et l'apparence, entre le pouvoir établi et une force ancestrale qui refusait d'être domptée. Le ciel divisé semblait présager le jour à venir, comme si les éléments eux-mêmes annonçaient l'affrontement imminent entre deux mondes. Antoine contempla ce spectacle depuis l'entrée des écuries, conscient que les heures qui suivraient détermineraient non seulement son avenir, mais aussi celui de Tempête. Arles s'était transformé en un théâtre vibrant de couleurs et de sons. Le champ d'exhibition, situé dans une vaste prairie aux abords de la ville, avait été métamorphosé. Des gradins temporaires, ornés de drapeaux aux couleurs provençales, formaient un demi-cercle autour d'une piste soigneusement préparée. Des tentes élégantes abritaient les invités de marque, tandis que des stands proposaient spécialités locales et artisanats traditionnels. Dans les écuries provisoires installées à proximité du champ, Antoine préparait Tempête avec des gestes mesurés, presque cérémonieux. L'étalon, comme s'il percevait l'importance du moment, se tenait exceptionnellement calme, ses muscles frémissant à peine sous la brosse que le garçon passait sur sa robe tachetée. « Tu es magnifique !» murmura Antoine, s'attardant sur chaque tache noire qui marquait le pelage blanc. « Aujourd'hui, tout le monde verra qui tu es vraiment. » Non loin, Dussault supervisant ses assistants qui préparaient une imposante selle espagnole ornée de cuivre et de cuir repoussé. Le dresseur parisien jeta un regard désapprobateur vers Antoine. « Cette selle est indispensable pour une présentation digne de ce nom, » déclara-t-il en s'approchant. « Les aristocrates attendent un spectacle, pas une exhibition de gardiens déguenillés. » Antoine ne détourna pas son attention de Tempête. « Il n'a pas besoin de vos ornements. La tradition camarguaise est plus ancienne que vos modes parisiennes. » Beaumont, qui venait d'arriver pour inspecter les préparatifs, intervint avec impatience. « Cesse tes enfantillages. Tu monteras avec l'équipement que Dussault t'a préparé ou tu ne monteras pas du tout. » Le ton définitif aurait intimidé Antoine quelques semaines plus tôt, mais sa récente notoriété lui avait donné une assurance nouvelle. Sans répondre directement, il continua à préparer Tempête à sa manière, refusant silencieusement les artifices qu'on tentait de lui imposer. Au même moment, les gradins commençaient à se remplir. Les premières rangées accueillaient l'élite parisienne et les riches propriétaires terriens, reconnaissables à leur tenue sophistiquée et leur maintien rigide. Derrière eux s'installait une foule plus bigarrée, habitants d'Arles, fermiers des environs, touristes curieux.
Ce qui surprit les organisateurs fut l'arrivée groupée d'une vingtaine de gardiens à la retraite, tous vêtus du costume traditionnel complet. Veste noire, chemise blanche, pantalons sombres et chapeau camarguais. Leur présence imposante attirait tous les regards, créant une atmosphère de solennité inattendue. Plus étonnant encore, des dizaines de spectateurs locaux déployaient discrètement des banderoles artisanales portant des messages comme « Le Petit Gardien » et « Antoine de Camargue ». Ce soutien populaire spontané n'avait pas été prévu au programme officiel et provoquait des chuchotements nerveux parmi les organisateurs. Beaumont, observant ce phénomène depuis la tribune d'honneur où il accueillait le comte Devreau et Fournier, ne pouvait cacher son irritation. Ces paysans transforment mon événement en manifestation folklorique, marmonna-t-il. Le comte, pourtant, semblait intrigué. C'est fascinant, cette ferveur populaire. On ne voit plus cela à Paris, où tout est si chorégraphié. Le maître de cérémonie, un homme élégant au verbe fluide, commença les présentations. Plusieurs numéros se succédèrent, dressage classique, figures de haute école, démonstration de race prestigieuse. Le public applaudissait poliment, mais une attente palpable grandissait pour le moment qu'annonçaient les rumeurs. La présentation du sauvage étalon espagnol dompté par un orphelin des rues. Enfin, la voix amplifiée du maître de cérémonie résonna. « Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter une démonstration exceptionnelle de la méthode traditionnelle camarguaise par le jeune gardien Antoine Mercier avec l'étalon Tempête. » Un silence expectatif s'installa. Puis, au lieu de l'entrée conventionnelle attendue, Antoine apparut sur Tempête depuis un côté inattendu du champ, sans emprunter l'allée cérémonielle. Plus surprenant encore, il montait sans selle, uniquement avec une fine corde enroulée autour de l'encolure de l'étalon. Sa tenue simple, une chemise blanche propre mais usée et un pantalon sombre, contrastait avec les costumes élaborés des présentateurs précédents. « Qu'est-ce qu'il fait ?» siffla Beaumont, se levant à moitié. « Ce n'est pas ce qui était convenu. » Dussault, debout près de l'entrée, secouait la tête avec une moue dédaigneuse. « Il ruine la présentation. Sans équipement approprié, c'est de l'amateurisme. » Pourtant, dès qu'Antoine et Tempête commencèrent à évoluer dans l'espace central, un murmure d'émerveillement parcourut l'assistance. Sans aucun commandement visible, sans pression apparente, l'étalon exécutait des mouvements d'une fluidité extraordinaire. Il tournait, s'arrêtait, repartait comme guidé par une force invisible. Antoine semblait à peine bouger sur son dos, pourtant chaque infime déplacement de son poids, chaque légère pression de ses genoux provoquait une réponse immédiate et précise de Tempête. « C'est remarquable », murmura le comte Devreau, se penchant en avant pour mieux observer. « Je n'ai jamais vu une telle communion entre cavalier et monture. » Fournier, plus pragmatique, observait avec un œil clinique. Impressionnant, certes, mais est-ce reproductible ou simplement le fruit d'une relation unique? Dans les gradins populaires, l'enthousiasme montait. Les gardiens âgés hochèrent la tête avec approbation, certains essuyant discrètement des larmes. « Comme les anciens », se murmurait-on. « Ils montent comme nos grands-pères nous racontaient. » La démonstration atteignit son apogée quand Antoine, au centre du champ, fit quelque chose d'impensable dans une présentation équestre formelle. Il descendit tranquillement du dos de Tempête et s'éloigna de quelques pas, laissant l'animal complètement libre. Un frisson d'appréhension parcourut le public. Tous s'attendaient à voir l'étalon s'enfuir ou paniquer sans le contrôle de son cavalier. Au lieu de cela, Tempête suivit Antoine comme son ombre, s'arrêtant quand il s'arrêtait, tournant quand il tournait, une démonstration de confiance absolue qui transcendait le dressage conventionnel. « Il danse !» murmura une vieille dame au premier rang, des larmes coulant librement sur ses joues ridées. Comme dans les histoires d'autrefois, cette communion silencieuse entre l'adolescent et l'étalon créait une atmosphère presque sacrée. Même les spectateurs les plus sophistiqués semblaient touchés par cette démonstration d'un lien qui dépassait la simple maîtrise technique. C'est alors que l'impensable se produisit. Dussault, voyant son prestige menacé par ce succès inattendu, entra brusquement dans le champ. Ses assistants le suivaient, portant fouet et longe. « Et maintenant, mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix forte, « permettez-moi de vous montrer comment ce magnifique animal répond à un dressage professionnel.
Des murmures de désapprobation s'élevèrent immédiatement. L'intrusion rompait brutalement la magie qui s'était installée. Beaumont, pris entre son alliance avec Dussault et la réaction visiblement négative du public, restait figé dans sa loge. Tempête réagit instantanément à cette intrusion. Ses oreilles se plaquèrent en arrière, son corps entier se tendit, prêt à fuir ou combattre. Toutes les semaines de patient travail d'Antoine semblaient s'effacer devant cette menace soudaine. « Non !» cria Antoine, en courant pour s'interposer entre Dussault et Tempête. « Il n'a pas besoin de ça !» Dussault, furieux de cette intervention, poussa violemment Antoine. « Écarte-toi, gamin. Tu as eu ton moment de gloire. » Le garçon, déséquilibré par la force de l'homme adulte, tomba lourdement sur le sol sablonneux. Un hoquet collectif d'indignation monta des gradins. Plusieurs gardiens âgés se levèrent, prêts à intervenir. Ce qui se produisit ensuite resta gravé dans la mémoire de tous les témoins. Tempête, voyant Antoine à terre, ne s'enfuit pas comme l'aurait fait tout animal effrayé. Au contraire, l'étalon s'avança délibérément pour se placer entre le garçon tombé et ses agresseurs. Dans un geste d'une clarté saisissante, il se cabra, hennissant puissamment, ses sabots avant battant l'air en un défi manifeste à quiconque voudrait approcher. « Regardez !» s'exclama spontanément quelqu'un. « Le cheval protège l'enfant. » Cette scène dramatique, l'étalon noir et blanc dressé comme un gardien protecteur au-dessus du garçon, provoqua une ovation spontanée. Les spectateurs se levaient en masse, applaudissant cette démonstration de loyauté qui dépassait toute attente. Profitant de ce moment de confusion, Raoul, suivi par plusieurs anciens gardiens, s'avança dans le champ. Avec l'autorité naturelle que lui conféraient ces années, il prit le microphone abandonné par le maître de cérémonie. « Peuple de Camargue !» Sa voix âgée mais puissante résonna dans les haut-parleurs. « Nous sommes témoins du retour de quelque chose que nous pensions perdu. Ce n'est pas simplement un étalon espagnol. Observez les marques de son pelage, la forme de ses sabots. Ceci est un descendant direct des chevaux originels de Camargue, ceux que nos ancêtres considéraient comme sacrés. » Tandis que la foule se levait en soutien bruyant au garçon et à son protecteur improbable, Raoul, le vieux gardien, entra dans le champ suivi par plusieurs anciens de la communauté, et avec l'autorité que ces années lui conféraient, prit le microphone du maître de cérémonie pour déclarer ce que beaucoup soupçonnèrent déjà. « Peuple de Camargue, nous sommes témoins du retour de quelque chose que nous pensions perdu. Ce n'est pas seulement un étalon espagnol ordinaire, mais un descendant direct des chevaux originels sacrés de notre terre. » La déclaration de Raoul résonna dans le silence soudain qui s'était emparé de l'assistance. La foule entière semblait retenir son souffle, comme si les paroles du vieux gardien avaient suspendu le temps. Tempête se tenait toujours protectivement devant Antoine, mais son attitude avait changé. Plus de menace dans sa posture, simplement une vigilance attentive, ses oreilles pivotant pour capter chaque murmure qui parcourait maintenant les gradins. « Observez », poursuivit Raoul, sa voix amplifiée par le microphone mais empreinte d'une autorité naturelle qui n'avait nul besoin de technologie. Ces marques particulières sur son pelage, ce ne sont pas les taches régulières d'un andalou. Voyez comment elles forment des motifs fluides, comme l'eau des marais. Regardez ces sabots, plus larges, adaptés aux terrains instables de nos zones humides. La foule se penchait en avant, des centaines de paires d'yeux scrutant désormais l'étalon avec une curiosité nouvelle. Antoine s'était relevé lentement, sa main posée sur l'encolure de Tempête dans un geste à la fois protecteur et reconnaissant. « Les chevaux originels de Camargue, » continua Raoul avec une émotion palpable, « étaient considérés comme les gardiens de notre terre. Nos ancêtres croyaient qu'ils portaient l'âme du marais en eux. Ils ne se domptaient pas, ils choisissaient leurs cavaliers. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs des vieux gardiens qui s'étaient rassemblés autour de Raoul, formant un cercle protecteur autour d'Antoine et Tempête. Leurs visages burinés par le soleil et les années exprimaient une émotion contenue, comme s'ils assistaient au retour d'une légende qu'ils avaient cru perdue à jamais. Dans la tribune officielle, Beaumont tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Il se leva brusquement, le visage empourpré par la colère et l'embarras. « Assez de ces superstitions !» cria-t-il en s'avançant vers le bord de la tribune. « Ce cheval est un pur sang andalou que j'ai acheté en Espagne. J'ai les documents qui le prouvent. »
Le maire d'Arles, qui avait observé la scène avec un intérêt croissant, se leva à son tour. Il était connu pour son flair politique et sa capacité à sentir les vents tournants de l'opinion publique. Peut-être, commença-t-il d'une voix forte qui porta son microphone, devrions-nous marquer ce festival par une décision historique. Il attendit que tous les regards se tournent vers lui avant de poursuivre. Je propose que ce jeune gardien soit officiellement reconnu par notre festival de cette année. Des applaudissements spontanés accueillirent cette suggestion. Le maire, encouragé, éleva encore la voix. Et j'ajoute que l'étalon Tempête soit déclaré patrimoine culturel de Camargue, ne pouvant être vendu pour quitter notre région. Cette proposition fut accueillie par une ovation tonitruante. Les spectateurs locaux, qui avaient depuis longtemps senti leur culture diluée par la modernité et le tourisme de masse, voyaient dans ce geste une reconnaissance tangible de leur identité menacée. Beaumont descendit précipitamment de la tribune, bousculant plusieurs personnes sur son passage. Il s'avança au centre du champ, le visage déformé par une rage à peine contenue. « Cet animal m'appartient légalement !» hurla-t-il, agitant des papiers sortis de sa veste. « J'ai des documents de vente. Ni vous ni vos traditions folkloriques ne peuvent interférer avec le droit de propriété. » C'est alors qu'une silhouette inattendue émergea de la foule. Le vieil Espagnol qu'Antoine avait remarqué les jours précédents s'avançait lentement, s'appuyant sur une canne sculptée. Malgré sa démarche légèrement hésitante, il dégageait une dignité tranquille qui imposait le respect. « Seigneur Beaumont » parla-t-il en français teinté d'un fort accent espagnol. « Les documents que vous possédez concernent un garagnon andalouse. Cet animal n'est pas celui que vous avez acheté. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. L'Espagnol s'approcha davantage, scrutant Tempête avec des yeux experts avant de se tourner vers la foule. « Je suis Miguel Vargas, éleveur de la ferme espagnole d'où sont venus vos chevaux, » se présenta-t-il formellement. « Le garagnon que nous vous avons vendu est mort pendant le transport. Un accident que votre représentant, M. Dussault, a accepté de dissimuler. » Dussault, qui s'était prudemment retiré en bordure du champ, tenta de s'éclipser discrètement, mais deux gardiens à la retraite se positionnèrent stratégiquement pour lui bloquer la sortie. « Pour ne pas perdre votre paiement, » poursuivit Vargas implacablement. Il a remplacé l'animal par cet étalon sauvage capturé dans les marais proches de la frontière française. Cette révélation provoqua un tumulte dans l'assistance. Beaumont, livide, se tourna vers Dussault, qui évitait soigneusement son regard. « Ce cheval et la jument blanche que je vous ai également vendus ont été capturés ensemble, » continua l'Espagnol. « Ils forment un couple, comme le font les chevaux sauvages de Camargue. Séparés, ils deviennent sauvages ou dépérissent. Unis, comme l'enfant l'a compris, ils sont magnifiques. » Antoine écoutait ces révélations avec un mélange d'émerveillement et de soulagement. Son instinct ne l'avait pas trompé. Tempête n'était pas un animal brisé par nature, mais un être libre traumatisé par la séparation et la captivité. Le maire, saisissant l'opportunité créée par ces révélations, fit signe à deux gendarmes présents pour la sécurité du festival. « Messieurs, je crois qu'il serait approprié de demander à M. Beaumont et M. Dussault de nous accompagner pour quelques éclaircissements concernant la documentation de ces animaux. » Beaumont, comprenant que sa position était devenue intenable, tenta une retraite discrète, mais la foule s'était refermée autour de lui. Le comte d'Evreux, qui avait observé toute la scène avec un intérêt manifeste, se détourna ostensiblement lorsque Beaumont chercha son soutien du regard. Quant à Fournier, il s'était déjà éclipsé, peu désireux d'être associé à un scandale public. Au centre du champ, indifférent au drame qui se jouait autour de lui, Antoine s'était agenouillé près de Tempête. L'étalon, comme épuisé par l'intensité émotionnelle des événements, avait posé sa tête imposante sur l'épaule du garçon. Ce geste de confiance absolue, cette vulnérabilité délibérément offerte par un animal d'une telle puissance, arrachait des larmes à plus d'un spectateur. « Tu es libre maintenant », murmurait Antoine en occitan, ses doigts caressant doucement les marques ancestrales sur l'encolure de Tempête. « Libre d'être qui tu es vraiment. » Le festival équestre prit une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Au lieu de la parade protocolaire prévue pour clôturer l'événement, une procession spontanée se forma. Antoine et Tempête en tête
Suivis par les vieux gardiens à pied, puis par une foule croissante de spectateurs locaux, ils quittèrent le champ d'exhibition pour se diriger vers les marais ancestraux de Camargue. Sur le chemin, ils furent rejoints par Élise menant Neige. Les retrouvailles entre les deux chevaux furent un moment d'une beauté déchirante. L'étalon et la jument se reconnurent instantanément, leurs hennissements et leurs mouvements formant une chorégraphie naturelle qui semblait transcender leurs conditions d'animaux domestiqués. « Voyez », commentait Raoul aux journalistes qui s'étaient empressés de suivre cette procession inattendue, « c'est ainsi que les premiers gardiens ont découvert ces chevaux. Ils ne les ont pas domptés. Ils ont appris à danser avec eux. » La journée se transforma en une célébration improvisée de l'héritage camarguais. Les gardiens à la retraite partageaient leurs histoires avec une audience soudain avide d'authenticité. Des musiciens locaux avaient apporté leurs instruments, jouant des airs traditionnels presque oubliés. Des femmes âgées chantaient en occitan, transmettant oralement ce que les livres d'histoire avaient négligé. Au centre de cette effervescence, Antoine restait étrangement calme, comme ancré dans une certitude nouvelle. Pour la première fois de sa vie d'orphelin, il se sentait appartenir à quelque chose de plus grand que lui, non pas par le sang ou par un nom de famille, mais par une connexion profonde avec cette terre et ses traditions vivantes. Le maire, qui avait rapidement compris l'opportunité politique que représentait ce moment, fit une annonce officielle sous les yeux des caméras de télévision régionales. Le domaine Beaumont, temporairement placé sous séquestre judiciaire suite aux irrégularités découvertes, serait transformé en centre de préservation des chevaux natifs de Camargue. « Ces animaux appartiennent à notre patrimoine collectif », déclara-t-il avec emphase. « Ils ne sont pas de simples propriétés à acheter et vendre, mais les gardiens vivants de notre identité culturelle. » Miguel Vargas, l'éleveur espagnol dont la révélation avait déclenché ce bouleversement, s'approcha d'Antoine, alors que la foule commençait à se disperser au crépuscule. « Tu as fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire », lui confia-t-il. « Quand j'ai découvert que Dussault avait substitué les chevaux, j'ai accepté son argent en échange de mon silence. Mais ces animaux m'ont hanté depuis. Ils ne sont pas faits pour être enfermés. » Antoine acquiesça silencieusement. Il comprenait mieux que quiconque cette vérité. Parfois, les cages les plus cruelles étaient invisibles, faites d'attentes sociales et de conventions arbitraires. Tempête et lui avaient tous deux goûté à cette liberté qui vient non pas de l'absence de liens, mais de la présence de connexions authentiques. Tandis que le soleil se couchait sur les marais de Camargue, teintant le ciel de pourpre et d'or, Antoine se tenait aux côtés de Tempête et Neige, regardant les flamants roses s'élever en formation ondulante au-dessus des étangs. Une question restait en suspens dans son esprit, une question que personne n'avait encore osé formuler explicitement. Quel serait son rôle dans ce nouvel ordre des choses? Lui qui n'avait jamais eu de place fixe dans le monde, pourrait-il vraiment devenir le gardien de ces créatures extraordinaires? Alors que Beaumont était escorté hors du champ sous les murmures désapprobateurs et que les autorités confisquaient temporairement le domaine Beaumont pour enquête, Antoine resta au centre de l'arène, la main reposant sur l'encolure de Tempête, et pour la première fois depuis qu'il avait perdu ses parents, un sourire de paix authentique illumina son visage. Mais une question demeurait. Qu'adviendrait-il maintenant de lui et de cet extraordinaire animal qui avait choisi de lui faire confiance? La question de l'avenir d'Antoine et de Tempête trouva sa réponse bien plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer. 3 mois après le tumultueux festival équestre, la Camargue semblait avoir trouvé un nouvel équilibre, comme si les marais eux-mêmes avaient absorbé les secousses du changement pour les transformer en une harmonie renouvelée. L'ancien domaine Beaumont avait subi une métamorphose remarquable. Les imposantes grilles d'entrée, autrefois symboles d'exclusivité, portaient désormais une nouvelle plaque de bois sculptée. Centre de préservation des chevaux de Camargue. Les vignobles demeuraient, entretenus par les mêmes ouvriers qu'auparavant, mais les bénéfices finançaient désormais la préservation d'une race que beaucoup avaient cru perdue. Antoine ne s'éveillait plus dans une grange humide ou sous un pont d'Arles. Chaque matin, le soleil camarguais filtrait à travers les rideaux simples mais propres d'une petite maison de pierre située à l'orée des écuries. Ce logis modeste, autrefois réservé aux jardiniers du domaine, était devenu son foyer, le premier véritable depuis la mort de ses parents. Ce matin-là, Antoine s'étira longuement, savourant encore la sensation étrange d'un matelas sous son corps.
d'un toit solide au-dessus de sa tête. Sur une chaise reposait, soigneusement plié, le costume traditionnel complet de gardienne que les anciens lui avaient offert lors d'une cérémonie émouvante 1 mois après le festival. Ce n'était pas un vêtement neuf, mais une relique précieuse ayant appartenu à un gardien décédé sans héritier, un passage de témoin entre générations. Les vêtements portent l'âme de ceux qui les ont habités, avait expliqué Raoul en lui remettant le costume. Quand tu le portes, tu n'es jamais seul. Antoine effleura respectueusement le tissu avant d'enfiler des vêtements plus pratiques pour ses tâches matinales. Depuis la fenêtre, il pouvait apercevoir dans la lumière dorée de l'aube la silhouette majestueuse de Tempête galopant librement dans le grand enclos naturel aménagé à la place des jardins d'ornement de Beaumont. L'étalon n'était plus seul. Neige, sa compagne retrouvée, galopait à ses côtés, sa robe immaculée contrastant avec les taches noires et blanches de Tempête. Et entre eux, bondissant maladroitement sur ses longues jambes, un poulain de 3 mois tentait d'imiter les mouvements fluides de ses parents. Sa robe, curieusement, combinait le blanc pur de sa mère, avec des taches grises plutôt que noires, une variation qui avait fasciné Miguel Vargas, désormais consultant régulier du centre. C'est la génétique des anciens chevaux de Camargue qui réapparaît, avait-il expliqué. Les poulains naissent souvent plus clairs, puis leur robe s'assombrit avec l'âge. Une adaptation naturelle au camouflage dans les marais. En traversant la cour principale pour rejoindre les écuries, Antoine croisa Élise qui organisait déjà le planning de la journée. Après le départ en disgrâce de Dussault, elle avait naturellement pris la responsabilité de coordonner l'équipe de soigneurs, désormais formée selon des méthodes respectueuses, inspirées par le travail d'Antoine. « Bonjour gardien-chef », le salua-t-elle avec un sourire. Ce titre informel mais affectueux reflétait la position unique qu'Antoine occupait désormais. Ni employé conventionnel, ni propriétaire, mais gardien reconnu d'un patrimoine vivant. « Le nouveau pensionnaire est arrivé cette nuit », annonça-t-elle en lui tendant une tasse de thé fumant. « Un percheron. Cas difficile. Les vétérinaires de Marseille l'ont déclaré irrécupérable. » Antoine hocha la tête, habitué à ces termes. Depuis l'ouverture du centre, une réputation s'était construite autour de sa capacité à travailler avec les cas désespérés. Ces chevaux que la violence humaine avait brisés au point qu'ils étaient considérés comme dangereux ou inutiles. Le box temporaire où le nouveau venu avait été installé se trouvait à l'écart des autres. En s'approchant, Antoine perçut immédiatement l'énergie de souffrance qui en émanait, cette vibration particulière de peur et de rage mêlée qu'il avait appris à reconnaître. À l'intérieur, un imposant percheron noir se tenait dans le coin le plus éloigné, tête basse mais oreilles plaquées en arrière, position classique d'un animal prêt à attaquer par terreur. Son dos massif portait les cicatrices entrecroisées de nombreux coups de fouet, certaines anciennes, d'autres encore à vif. « Un cheval de trait des mines du Nord », expliqua doucement Raoul qui avait rejoint Antoine. 15 ans de labeur souterrain. Quand il est devenu trop vieux, son propriétaire a tenté de le reconditionner pour la boucherie à coups de fouet. Il a envoyé 2 hommes à l'hôpital. Antoine observa silencieusement l'animal. Dans ses yeux roulants de panique, il reconnaissait la même détresse qu'il avait vue chez Tempête lors de leur première rencontre, cette incapacité à faire confiance née de trahisons répétées. Sans dire un mot, il entra dans le box et s'assit simplement sur un ballot de paille, à distance respectueuse de l'animal. Il ne regardait pas directement le percheron, ne tentait pas d'établir un contact. Il sortit simplement sa flûte et commença à jouer, non pas pour calmer l'animal, mais pour s'ancrer lui-même dans le moment présent. De l'extérieur, un groupe de visiteurs, des étudiants vétérinaires venus observer les méthodes du centre, s'était rassemblé. L'un d'eux chuchota à Raoul. « Il ne fait rien, juste s'asseoir et jouer ?» Le vieil homme sourit, ses yeux plissés par des décennies à observer le langage subtil des chevaux. « Il fait ce que nous avons oublié de faire dans notre monde pressé. Il établit sa présence sans exigence. Le cheval doit d'abord comprendre qu'il peut exister dans le même espace qu'un humain sans que cela implique douleur ou demande. » Cette première séance dura 2 heures. Antoine ne fit rien d'autre que jouer, parfois chanter doucement en occitan, et finalement, simplement exister dans le même espace que l'animal traumatisé. Quand il sortit enfin, le percheron n'avait pas bougé de son coin, mais ses oreilles n'étaient plus plaquées en arrière.
un minuscule progrès que seul un œil exercé pouvait percevoir. Pendant qu'Antoine travaillait avec le nouveau venu, la vie du centre suivait son cours. Des groupes de visiteurs étaient guidés par Raoul à travers les installations. Le vieil homme, retrouvant une vitalité que ses proches croyaient perdue, partageait avec passion l'histoire des chevaux de Camargue, émaillant son récit d'anecdotes personnelles et de légendes locales. Les chevaux originels de Camargue ont presque disparu, expliquait-il à un groupe attentif. Croisés pour le travail agricole, puis négligés quand les tracteurs sont arrivés. Mais leur sang coule encore dans certaines lignées. Tempête et sa famille représentent un trésor génétique inestimable. Comme pour illustrer ses propos, Tempête apparut au loin, galopant majestueusement le long de la clôture, suivi par sa famille. Les visiteurs sortirent immédiatement appareils photo et téléphone pour immortaliser ce spectacle. Un étalon qui, 3 mois plus tôt, était considéré comme trop dangereux pour être approché. En fin de matinée, le facteur apporta une enveloppe officielle portant l'en-tête du ministère de l'Agriculture. Élise la remit à Antoine qui l'ouvrit avec curiosité. Son expression s'éclaira en découvrant le contenu. « L'École nationale d'équitation de Saumur m'invite à faire une démonstration de mes méthodes, » annonça-t-il, incrédule. Ils veulent intégrer l'approche camarguaise dans leur programme de formation. Cette reconnaissance officielle confirmait ce que la communauté locale savait déjà. L'approche d'Antoine, loin d'être une anomalie folklorique, représentait une sagesse précieuse presque perdue dans l'ère de l'équitation industrialisée. L'après-midi, Antoine retourna auprès du percheron traumatisé. Cette fois, il apporta simplement un livre, un recueil de poésie occitane que le curé d'Arles lui avait offert pour améliorer sa lecture. Il s'installa dans le box, à la même distance respectueuse que le matin, et commença à lire à voix haute, non pour l'animal mais pour lui-même. Progressivement, presque imperceptiblement, le percheron déplaça son poids d'un sabot à l'autre. Au bout d'une heure, il avait avancé de quelques centimètres. Un mouvement infime, mais significatif que Antoine accueillit sans réaction visible, continuant simplement sa lecture. Les visiteurs qui observaient cette scène apparemment statique s'impatientaient parfois. « Comment peut-il rester si calme ?» demanda une femme élégante. Ce cheval ne réagit presque pas. Raoul, qui guidait ce groupe particulier, sourit avec indulgence. Ce que vous voyez comme absence de réaction est en réalité un dialogue profond. Le cheval apprend qu'un humain peut être présent sans exiger. Antoine n'enseigne pas aux chevaux à faire confiance aux humains. Il leur rappelle que c'est possible. Vers le crépuscule, quand la plupart des visiteurs étaient départis, un journaliste d'un magazine équestre national s'attarda pour poser quelques questions à Antoine. Le jeune gardien, toujours mal à l'aise avec cette attention médiatique nouvelle, cherchait ses mots avec soin. « Je ne fais rien d'extraordinaire », expliqua-t-il avec simplicité. « Les chevaux comprennent naturellement le langage de la présence authentique. C'est nous qui avons oublié comment communiquer sans dominer. » Le journaliste prit frénétiquement des notes. « Et cette capacité spéciale avec les cas difficiles, d'où vient-elle selon vous ?» Antoine regarda au loin, vers les marais où le soleil couchant teintait d'or les roseaux ondulants. Sa réponse vint après un long silence réfléchi. Peut-être que ceux qui ont connu la solitude reconnaissent plus facilement la solitude chez les autres. Les blessures nous rendent soit plus fermés, soit plus ouverts. J'ai choisi l'ouverture. La journée s'achevait dans la douceur caractéristique des soirées camarguaises. Antoine, libéré de ses obligations, se dirigea vers le grand enclos où Tempête l'attendait déjà près de la barrière. Sans selle, sans bride, simplement avec un geste d'invitation, il monta sur le dos de l'étalon. Ensemble, ils franchirent la clôture ouverte spécialement pour ces moments quotidiens et s'élancèrent vers les étendues sauvages des marais. Ils galopaient côte à côte avec le vent, 2 silhouettes se découpant sur le ciel embrasé du couchant. Ce n'était pas une démonstration pour impressionner, ni un exercice de dressage, simplement 2 êtres partageant la joie primitive du mouvement libre. À l'horizon, les nuages dramatiques de Camargue se formaient au-dessus des marais ancestraux où chevaux sauvages couraient libres depuis des millénaires, et tandis qu'Antoine et Tempête galopaient côte à côte, non comme dompteurs et animal dompté, mais comme âmes également libres, ayant choisi de cheminer ensemble, le jeune gardien comprit la vérité la plus profonde que sa mère avait tenté de lui enseigner. Parfois, nos plus grandes blessures deviennent nos plus grands dons,
car seuls ceux qui ont connu l'abandon peuvent véritablement reconnaître et guérir la solitude dans d'autres cœurs.